C'est du jamais vu en fait et on est incapable de savoir si c'est, bien, pas bien. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? On sait rien. Tant qu'il y a des bénéfices qui justifient tout ça, c'est pas une bulle, c'est aussi simple que ça. Bonjour à tous, vous écoutez Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones tous les lundis matins à 8 heures pour parler bourse, finance et business. Ce podcast est propulsé par Bagger, la première application française qui vous permet d'accéder à plus de 30 ans de données boursières et plus de 50 000 actions cotées du monde entier. Vous pouvez tester l'outil gratuitement et sans engagement pendant 14 jours via le lien en description. À mes côtés pour ce nouvel épisode, on a Mathieu, cofondateur de Bagger, que vous retrouverez aussi sur ses chaînes Mathieu JTV et Snowball Club, et moi-même Hugo, CEO et cofondateur de Bagger et créateur également de la chaîne IQ Invest. Comment ça va Mathieu? Eh ben, ça va très bien et tu sais que je suis effectivement cofondateur de Bagger, mais ça n'empêche pas que des fois je t'envoie des petits WhatsApp pour te demander comment ça marche tel ou tel truc. C'est C'est comme vrai. ça, hein. On n'a pas contribué de la même façon. Mais ça prend une belle tournure cette histoire. Donc aujourd'hui, je sais pas si je serai capable de déblayer autant de terrain que ce que je peux le faire avec ce soft. Donc j'en suis très content. Tu te rappelles le mec qui nous avait cartonné sur Twitter en nous disant que ça servait à rien, qu'il pouvait tout avoir gratos et au compte Oui. Bagger, oui. Et j'avais préparé une réponse que je lui ai pas envoyée, quoi. Donc effectivement, tu as quand même énormément de choses qu'on propose sur Bagger qui relèvent de données publiques et gratuites. Mais en fait, la méga entreprise qui s'appelle Standard Poor's Global, elle aussi, elle compile des données publiques et gratuites. Et en fait, tu passes un temps fou, quoi. Si tu devais Ouais. recompiler des 40 ans d'historique de Microsoft en fichier Excel et programmer tous tes graphiques et que tu dois faire ça pour toutes les entreprises, à mon avis, tu y passes un an de salaire. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu t'intéresses au prix des terminaux Bloomberg ou des licences Standard Poor's, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, quoi. Donc, on gagne beaucoup de temps. C'est surtout ça le sujet. Moi, je le ressens beaucoup. Je vois que j'arrive à couvrir énormément de terrain, ce qui m'a donné quand même pas mal d'idées les derniers temps. Le problème, c'est que bien souvent, elles sont trop chères. Tout à fait, non, mais c'est clair, hein, en soi, oui, vous pouvez avoir toutes les données, qui sont dispo sur Bagger, gratuitement. Vous allez sur le site de la SEC aux États-Unis, vous allez sur la fiche de Microsoft et vous téléchargez les 40 derniers 10K, de Microsoft et puis ensuite vous les retraitez dans, Excel ou que sais-je, pour vous faire vos graphiques, compte de résultats et cetera propres, et vous avez, toute la fiche de Microsoft. Bon, si vous faites ça pour 50 000 entreprises, effectivement, ça va prendre un petit moment. Oui. Heu, Et t'as pas le screener. C'est vrai qu'on avait eu un ouais, challenge incroyable parce que dans le fonctionnement de toutes ces histoires-là, faire un screener, ça relève d'une certaine logique de base de données qui sur énormément de sites qui proposent de la fiche entreprise, ne proposent pas ce screener parce qu'il y a une histoire de data avec les API et compagnie. Et c'est un autre challenge d'avoir ce genre d'outils. Le portefeuille, n'en parlons pas. oui, mais Donc, le ouais, portefeuille, c'est pareil, en soi, ouais. si vraiment tu as envie de mettre 0 €, tu peux tout à fait te faire un fichier Excel, un maxi fichier Excel où tu recenses toutes tes transactions et tu calcules ton TWR à la main. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est quand même un gain de temps monstrueux, quoi. Ouais, ouais, après, je sais pas si les gens, ils ont l'impression qu'on est en train de faire une espèce de pub ou de gros forcing, mais la réalité, c'est qu'en fait, on a commencé comme ça. C'est-à-dire que tu te rappelles très bien l'époque où il suffisait d'avoir un fichier Excel dans une vidéo YouTube où tu faisais un calcul de cash flow et tu avais 30 mails de personnes qui te disaient est-ce que je peux l'avoir, est-ce que tu me l'envoies, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a monté ces affaires-là. Moi, quand j'ai monté Snowball sur le principe du partage des thèses d'investissement, c'est parce que ça n'existait nulle part. Alors que Ouais. pour moi, c'est la clé de l'investissement, c'est d'être capable de raconter cette histoire qui vient en surcouche des chiffres financiers que tu vois et qui t'explique quels sont les avantages et les axes business qu'ont choisi de suivre les entreprises pour
pour au bout générer ces chiffres comptables qui sinon sont tous les mêmes pour toutes les entreprises, quoi. Et à la sortie, c'est le combiné de toutes ces idées où à chaque fois où on les mettait en place, les gens nous demandaient un mécanisme accessible pour pouvoir répliquer ces méthodos. Et c'est comme ça qu'on fait Bagger, quoi. Voilà. Exactement, et exactement. Alors ceci n'est pas une pub, hein. Non, c'est pas une pub. On a quand même un vrai podcast qui est prévu derrière, mais ça fait 5 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas commencé le podcast. Non, mais j'ai envie qu'on continue de 2 minutes là-dessus parce que il y a véritablement une question d'état d'esprit, Hugo. Il y a une véritable question d'état d'esprit business faisant que toi et moi, on a fait ça pour des raisons très précises. C'est-à-dire que quand tu t'interroges sur le mode des business, le principe du mode, c'est que c'est une barrière infranchissable. Et quand mon frère s'est lancé dans l'entrepreneuriat, là, en ce moment, il a une boutique de produits artisanaux de luxe. Il a pris un créneau très particulier. Parce qu'il y avait énormément, si tu veux, de boutiques produits paysans. Hein, on les voit tous, ces histoires de produits locaux paysans. Et en fait, les producteurs ne savent pas transformer. Donc souvent, ils valorisent très mal leurs produits. Et mon frère, lui, avait fait du foie gras. Et justement, la plus-value dans le foie gras, c'est la transformation. Et la partie production, elle est super chiante, tu vois. Sauf qu'il fallait qu'il ait la partie production pour être référencé dans ces magasins locaux de producteurs. Et sinon, tu n'es pas référencé si tu n'es pas producteur local. Et alors que lui se rendait bien compte que toute la plus-value de gens qui veulent s'acheter quelque chose qui est bon, en général, ça requiert un artisan qui est capable de transformer le produit d'une certaine façon. Et on sait tous que tu as des boucheries où c'est complètement dégueu, et tu as des bouchers, ils te font des saucissons, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et donc, à la fin, parce qu'on est en train de parler de Bagger et d'entrepreneuriat, même si je parle de saucissons, le sujet, c'est de repérer un dysfonctionnement. La réalité, c'est que nous, on a monté Bagger comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a repéré une inefficience, où on voit quelque chose qui nous est proposé d'une certaine manière et où on estime que ça serait mieux d'une autre manière, c'est comme ça qu'on développe. C'est comme ça qu'on crée une entreprise. Et donc, normalement, quand tu repères une inefficience, c'est un boulevard pour créer quelque chose qui n'existe pas ou qui améliore quelque chose sur lequel tu as repéré qu'il y avait un défaut, quoi. Et il s'avère que quand tu fais ça sur plein de sujets, tu rencontres des barrières qui sont les fameux mots. Et tu dois avoir cette expérience de pensée sur les mots, à savoir qu'est-ce qui va te bloquer si tu as repéré une inefficience et que tu dis je pourrais la corriger. Finalement, tu vas rapidement te heurter à un obstacle. Par exemple, dans notre cas, si quelqu'un pense qu'il peut faire un meilleur logiciel que nous, je pense qu'il va se dire « Ah oui, mais personne va en entendre parler ». Et donc, nous, on a un mot, en fait, dans ce podcast, dans le fait qu'on avait des chaînes YouTube connues depuis 3 ou 4 ans. Et ça, c'est pas réplicable. Et c'est de là que tu peux conclure si oui ou non une entreprise a un mot ou pas, avec cette expérience de pensée, de te mettre toi-même dans la peau de l'entrepreneur qui ferait le produit plus efficace ou plus efficient. Voilà, donc pour tous ceux qui pensent que les choses devraient être faites différemment, lancez-vous. Tout à fait. Bah, écoute, bonne introduction qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, puisque aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité en fait, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'est pas revenu dessus. Les derniers podcasts qu'on a fait étaient un peu décorrélés de tout ça, puisqu'on a fait le PEA, ensuite on a vu Julien, on a fait un petit peu l'IA, alors même si ça rentre dans l'actualité, mais pas vraiment. Et ensuite, on a eu Charles Elias, qui était un podcast pour le coup qu'on avait tourné il y a quelques semaines, quelques mois, donc qui était vraiment complètement décorrélé des sujets d'actualité. Donc ça fera pas de mal de revenir dessus parce que en ce moment ça bouge pas mal et il y a encore pas mal de choses qui se passent avec le détroit d'Ormuz, avec toutes ces histoires d'Iran. En plus de ça, on est sur des plus hauts historiques sur les marchés. Je sais pas toi, et moi mon portefeuille c'est la folie. Hein, là depuis 2 semaines, j'ai dû prendre l'équivalent de 10 000 euros, peut-être un peu moins en plus-value. C'est juste de la folie. Donc voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Également, on va prendre pas mal de questions sur les derniers podcasts notamment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelques questions-réponses et il y en a des plutôt sympas qui sont passés. Donc je t'en prie Mathieu, si tu veux commencer à donner ton avis sur tout ça. Bah écoute, le sujet des
des marchés qui battent des records, c'est toujours agréable parce que quand ça monte, tout le monde est beau, tout le monde est intelligent. On fait des scores de performance de portefeuille dignes des plus grands investisseurs de tous les temps sur lesquels moi je me suis beaucoup formé. Donc évidemment, la question se pose d'arriver à trier entre ce qui relève de la chance et des circonstances et de la compétence. Et évidemment, quand tout s'envole, tu as l'impression que tu as compris quelque chose. Alors voilà, donc à la sortie, quand tu te retrouves dans ces circonstances-là, tu as évidemment des gens qui te disent est-ce que tu vends, est-ce que tu prends des bénéfices, et puis tu as d'autres qui disent le marché est trop cher. En général, c'est ceux qui ne sont pas rentrés dedans. Ça, c'est évident. Et il y a évidemment un œil que je garde moi sur les super investors. Tu sais que les super investors, on en fait une couverture de leur portefeuille. Pour moi, il y a 2 intérêts et 2 choses à retenir. Le premier, c'est que c'est très difficile d'avoir des idées. Hein. Tu sais très bien que toi et moi, on a ce filtre de 50 000 entreprises dans Bagger. Si tu veux t'intéresser à 50 000 entreprises en y passant 1 heure par entreprise, ça fait 50 000 heures. Dans une année, tu peux bosser 2000 heures. Donc il te faut 25 ans, c'est ça, pour les voir une fois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas faisable, quoi. C'est absolument pas faisable de regarder tout ça en une seule fois. Et donc il y a une question qui relève de trouver des idées. D'où les tests Bagger, d'où le monitoring des super investors, d'où le fait que les gens comme nous, on est toujours sur les réseaux sociaux à aller chercher des idées, et les super investors ont un portefeuille combiné. Quand tu prends le top 10, donc tu combines le portefeuille des 80 gérants qui gèrent plus de 100 millions aux États-Unis. Ils ont des positions. Et en proportion de leur position, ça fait un portefeuille agrégé des super investors. Si tu prends le top 10 et que tu investis dedans pendant 20 ans, donc vraiment un truc qui défie la chance, la perf de suivre ces gens-là sur 20 ans, sur les 10 positions de leur portefeuille agrégé en faisant un arbitrage 1 fois par an, tu fais 2 fois la perf du SP500. Voilà, on a souvent parlé de l'étus Piva, battre le marché et tout ça. Ça, c'est une manière très simple de battre le marché, c'est de faire ça. Donc, il y a des très bonnes idées chez ce que ces gens-là font pour les copier. Le problème, c'est que des gens qui sont dans ce pool de personnes, évidemment, en ce moment, il y en a une partie qui te disent je comprends plus ce qui se passe, je sors du jeu. Le plus connu qui n'a pas crié à la bulle, c'est Warren Buffett qui est passé full cash. Ouais. Et puis tu as Michael Burry qui est plus super investors qui appelle à la bulle. De Warren, tu as fait une vidéo récemment que j'ai pas vue sur le Buffett Indicator, si tu veux en toucher 2 mots. Oui, tout à fait. Donc le sujet, après je veux pas prendre trop de temps si tu veux rebondir sur certains sujets, mais historiquement, tu as chez Warren Buffett un concept qui relève de comparer la progression des market cap des entreprises par rapport à la progression du fameux PIB américain. Donc l'idée, dans le Buffett Indicator que tu retrouves sur Internet, c'est de regarder la market cap de 5000 entreprises. Alors, pourquoi 5000 ? Déjà parce que si tu regardes le SP500, tu as les 500 entreprises qui contribuent à peu près à 80% du PIB américain. Voilà. Ouais. Et quand tu as les 5000, tu as à peu près les 100%, grosso modo. Même si tu es un peu en dessous, on s'en fout. Mais donc, si tu prends les chiffres d'affaires de ces entreprises, évidemment que tu as ce chiffre d'affaires agrégé de ces 5000 entreprises qui est la composante principale du calcul du PIB aux États-Unis. Et donc, tu es censé avoir quelque chose de cohérent entre les deux. Or, on sait que le PIB grossit de quoi que ce soit entre 1 et 3% par an. D'autant plus que dedans, il y a de l'inflation, donc il n'y a pas forcément de véritable création de
de richesse au-delà de 1% en réel. Et donc, si tu veux, quand tu as le suivi du PIB américain, tu sais qu'environ sur 15 ans, alors je ne sais plus dans la vidéo si je l'avais mesuré sur 10, 15 ou 20 ans, je pense que c'était sur, on va dire, 15 ans, le PIB américain a fait x2. Sauf que dans le même temps, les market cap du fameux 5000 entreprises américains ont fait x7. Donc, si tu veux, le prix que les gens sont prêts à payer pour s'acheter toutes les entreprises qui produisent le PIB a progressé 4 fois plus vite que le PIB en réel. Et aujourd'hui, tu es dans ce qu'on appelle un ratio de 200%, au-delà des deux sigmas d'écart, donc des deux écarts types d'écart de ce que devrait être la valeur du marché par rapport à ce qui s'est réellement passé dans le PIB. Donc à la sortie de ça, évidemment, est-ce que ça veut dire que c'est surcoté, pas surcoté, ça personne n'en sait rien. Il y a plusieurs critiques qu'on peut adresser là-dessus. La première, c'est qu'évidemment dans le PIB, tu as de l'inflation. Or l'inflation revient et les bénéfices d'entreprise ont vocation à pomper l'inflation parce que c'est des aspirateurs à fric. Et donc s'il y a plus de masse monétaire, ça se reflètera dans les bénéfices et les bénéfices progressent de 10% par an en ce moment. Donc, ça enlève une partie de la surcote. On est juste en train D'ailleurs, de on a dire... eu un premier trimestre absolument record sur les bénéfices des entreprises américaines. C'est un record, c'est du jamais vu, hein, ce qui s'est passé. Là, je crois qu'il y a eu 27% d'augmentation sur toutes les boîtes du S&P 500 combinées sur les bénéfices au premier trimestre par rapport au Q1 de l'année dernière, ce qui est monumental. Et le deuxième record, c'est qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la bourse américaine autant d'entreprises qui ont révisé leurs prévisions à la hausse pour la fin de l'année 2026. Donc la majorité des entreprises ont révisé à la hausse leurs prévisions et en fait c'est du jamais vu. Donc c'est simple, on navigue dans un territoire, enfin dans des eaux inconnues, parce que d'un côté effectivement tu as cette espèce de dissonance entre ce qu'ils appellent Main Street et Wall Street, les Américains. Donc Main Street avec bah voilà, le boulanger du coin, le carrossier du coin et grosso modo l'Américain de tous les jours qui vit au Kansas, qui galère économiquement, qui subit l'inflation et qui a 40 000 cartes de crédit, 3 prêts, etc. Et de l'autre côté, tu as Wall Street qui cartonne, qui fait le meilleur trimestre de toute son histoire et qui révise toutes ses prévisions à la hausse. Donc tu as vraiment cette K-shaped economy, comme ils appellent ça les Américains, donc une économie en K, où tu as le haut de la pyramide qui explose et tu as le bas de la pyramide qui s'effondre. Donc pour ça, il faut visualiser les deux barres du K, en fait, hein, tout simplement, deux courbes qui vont à l'opposé. Donc tu as effectivement le fameux Consumer Sentiment Index, aux États-Unis qui s'effondre et qui est au plus bas historiquement, il est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire que les consommateurs américains sont extrêmement pessimistes sur l'état de l'économie américaine. Et de l'autre, t'as Wall Street qui s'envole et toutes les boîtes américaines qui explosent tous les records. Donc c'est du jamais vu en fait, et on est incapable de savoir si c'est bien, pas bien. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? On sait rien, quoi. Alors, moi j'ai envie de dire, tant qu'il y a des bénéfices qui justifient tout ça, c'est pas une bulle, c'est aussi simple que ça. Et c'est, je pense, la grosse différence, parce qu'on entend souvent Bulia dans tous les sens, ça va s'effondrer, machin, tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment voir, et la grosse différence par rapport à la bulle Internet des années 2000, et ce qui pour moi fait que c'est incomparable, c'est que dans les années 2000, il n'y avait pas de bénéfices. Tu prends un Pets.com, Pets.com, ils se sont envolés en bourse parce qu'ils ont mis un .com et ils ont dit qu'ils allaient vendre de la bouffe pour chiens sur Internet, mais il y avait zéro bénéfice. Ils rentraient pas d'argent, ils n'avaient pas de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, ils avaient juste une promesse. Et la bulle Internet a explosé sur cette promesse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les cours de bourse peuvent pas s'envoler à l'infini si t'as pas de bénéfices qui suivent. Or, la différence aujourd'hui, c'est que les cours de bourse s'envolent, les PE sont certes chers, mais les bénéfices sont là. Et le truc, c'est que les bénéfices sont tellement là qu'on a un trimestre record, c'est du jamais vu sur l'intégralité de la bourse américaine. Donc je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une bulle. Et en plus de ça, oui, effectivement, tu as peut-être aussi beaucoup de hype et de marketing autour de l'IA qui survend un peu les capacités de l'IA, mais tu as quand même les faits, et quand tu regardes les faits, tu as des entreprises qui licencient à la pelle en ce moment et qui augmentent leurs marges de trimestre en trimestre, quoi. Donc voilà, on navigue vraiment en terrain incognita, quoi, comme on dit.
Tout à fait. Si tu prends les bénéfices de Coca-Cola, je crois que c'est plus 18% d'une année C'est sur l'autre monstrueux, c'est à la dernière monstrueux. publication pour Coca-Cola, qui est une entreprise mature et qui n'a pas progressé dans son volume de vente. Ce sur quoi Coca-Cola a progressé, c'est sur son prix de vente. Ouais. Donc pour moi, il y a une forme d'envolée de tout ça qui peut être quand même terrifiante, à savoir qu'il n'est pas question qu'on la qualifie de bulle. Pourtant, c'est ce que Michael Burry a fait, hein, on peut revenir sur ce qu'il en pense. Ou Warren Buffett qui est sorti à 50% en cash. Mais tu as pour moi une mécanique en ce moment d'éponge à masse monétaire. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'impressions monétaires depuis la crise de 2008 pour, pour solder tout le risque système par de l'argent qui n'existait pas. Et depuis, le marché s'envole parce qu'en fait, il éponge de la masse monétaire qui avait été créée à l'époque. Et je le vois particulièrement dans Coca-Cola, quoi. Il n'y a aucune autre raison que Coca-Cola ait fait plus 18%, si ce n'est que les prix se soient envolés, quoi. Oui. Donc on en est là. Et si tu fais encore 10 piges d'inflation comme on vient de le faire, tu es en fait dans des ratios de valorisation et dans des valorisations de marché, même si on considère que c'est un record, qui sont tout à fait normales au regard de ce qui pourrait se passer en termes de dévaluation monétaire. Tout à fait, sans parler du fait qu'effectivement, depuis le premier trimestre, il y a eu, enfin même depuis décembre, il y a eu officiellement le retour du QE, donc le quantitative easing aux États-Unis. Alors ils appellent pas ça officiellement du QE parce qu'ils peuvent plus le faire maintenant, tout le monde sait ce que c'est le QE. Mais grosso modo, depuis 2022, on était rentré dans une phase de QT, donc quantitative tightening, donc diminution de la masse monétaire. Et en fait, c'est reparti depuis décembre. Donc, tu as potentiellement ce double effet de non seulement augmentation des profits, potentiellement en partie grâce à l'IA, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le top 7 des Mag 7 représente je ne sais plus combien de pourcents du S&P 500 et que la tech est au plus haut dans son ratio de pondération dans le S&P 500 depuis les années 2000 en fait. Donc, le poids de la tech dans les entreprises américaines devient de plus en plus énorme. Donc, tu as cette partie profit IA qui fait augmenter potentiellement et participe à ces profits records, plus couplé au fait que tu as le retour de l'impression monétaire depuis décembre, effectivement, tu as un double effet qui se coule et tu as du Coca-Cola qui te sort du 18% de croissance sur les bénéfices. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la bourse, c'est un des meilleurs leviers pour se protéger de l'inflation, parce que quoi de mieux pour se protéger de l'inflation qu'avoir des entreprises qui augmentent leur prix, en fait, tout simplement. C'est les entreprises elles-mêmes qui sont techniquement à l'origine de l'inflation. Enfin, elles ne sont pas à l'origine de l'impression monétaire, mais disons que c'est elles qui répercutent directement ces effets en augmentant leur prix. Donc forcément, si vous achetez du Coca-Cola, ouais, vous allez avoir l'augmentation qui va avec, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, juste pour finir sur la critique du Buffett Indicator, parce que évidemment, c'est quelque chose qui a été discuté en long, en large, en travers sur les réseaux sociaux. Tu as dans les entreprises américaines qui ont progressé à 7 fois le PIB, hein. Donc les gens sont prêts à payer 7 fois les entreprises américaines comparées à il y a 20 ans et comparé à ce qu'était le PIB américain il y a 20 ans et qui n'a que doublé depuis. Tu as la problématique d'internationalisation, c'est-à-dire que le PIB américain est calculé, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, sur le chiffre d'affaires généré aux États-Unis. Par exemple, en France, je ne sais pas si on met les bénéfices totaux de Total dans le PIB français ou si on prend que la partie de ce que Total génère en France et que les profits à l'étranger ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est Il une me semble grande même que question. c'est calculé, alors je dis peut-être une énorme connerie, hein, mais il me semble même que c'est calculé surtout sur les recettes fiscales, le PIB. Donc en théorie,
si jamais tu as un Total, enfin Total, si Total fait des bénéfices à l'étranger, ces bénéfices-là ne sont pas imposés en France. Donc si tu prends la part des bénéfices de Total qui sont imposables en France et qui donc est prise en compte dans le PIB, techniquement les bénéfices de Total hors France ne sont pas pris en compte dans le calcul du PIB. En tout cas, ça me paraît très logique. Oui, oui, c'est ce qui me paraît très logique aussi. Après, je pense que ça se joue surtout sur le chiffre d'affaires, hein, Ouais. mais peu importe. À la sortie, tu as quand même énormément de boîtes américaines qui sont des multinationales et qui font une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'international. Et donc, quelque part, si toute cette partie-là du business des boîtes américaines dans lesquelles on investit provient de l'étranger, c'est tout à fait normal que ça progresse plus vite que le PIB américain. Donc, je suis un peu dubitatif sur cette histoire-là. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré le fait a priori, des bénéfices réels et tangibles du moment justifient un petit peu ce qui se passe, j'ai envie de dire qu'il faut quand même toujours être capable d'argumenter la thèse que tu ne choisis pas, parce qu'il y a toujours deux thèses. Et pour moi, il faut toujours connaître la thèse que tu choisis, aussi bien que la thèse qui est contre celle que tu choisis. Et la thèse qui est contre celle que tu choisis, donc sur laquelle Buffett sort du marché avec 50% de son fric, ou Burry vous dit là, ça s'est envolé de manière parabolique, vous devriez vendre. Et je crois que c'est ça son article. Et il a été mentionné. J'ai vu passer, oui, comme quoi Burry apparemment appelle à la crise, encore une fois, c'est pour la 48e fois sur les 3 dernières crises. Oui, alors il a quand même publié un article, parce que là, il faut qu'on fasse un peu l'avocat du diable, parce que mine de rien, s'il se passe quelque chose de Alors juste catastrophique, avant que tu passes là-dessus, je trouve ouais, plus la publication que j'ai fait, mais il fallait que je le mentionne. C'était un de mes chevaux de bataille, cheval de bataille, chevaux de bataille, j'en sais rien. cheval, ouais. Quand j'ai commencé ma chaîne IQ Invest, c'était de dire que le MSCI World ne servait à rien parce que si tu achètes du S&P 500, tu es déjà largement diversifié. Et en fait, j'avais réussi à trouver la stat à l'époque et je l'avais foutu sur Instagram. J'arrive plus à retrouver. C'était il y a au moins 3 ans. Et en fait, si tu prends les bénéfices, enfin les revenus de toutes les entreprises du S&P 500 et que tu calcules leur part américaine, leur part à l'étranger, tu tombes à peu près sur 50% des bénéfices réalisés aux US et 45% à l'étranger. Donc en fait, quand tu prends la part du S&P 500, tu te retrouves avec 55% US et le reste à l'étranger. Donc en fait, tu te retrouves déjà avec une répartition mondiale si tu achètes le S&P 500. Tu n'as pas besoin d'acheter du MSCI World en plus. Voilà, je te laisse continuer sur Burry. Oui, je suis d'accord. Mais on peut faire encore un mot là-dessus. C'est juste que quand tu as le MSCI World, ça fonctionne par market cap, ces ETF. Donc quand tu as le SP500, tu es censé avoir le top 500 en termes de market cap, avec justement une distribution des fonds que tu investis dans le SP500 répartis par rapport à cette clé de répartition des market cap. Ce qui veut dire qu'en ce moment, quand tu mets 100 balles dans le SP500, tu as 5 euros à peu près dans Nvidia et 2,50 € dans Google. Je crois que c'est à peu près ça le ratio en ce moment. Donc même les plus grosses du SP500, tu ne dépasses pas 5%. Donc la question qui se pose, c'est quand Hermès, si tu as une market cap d'Hermès, je ne sais pas du tout où elle en est, on va peut-être plutôt prendre 300 milliards, il me LVMH. semble. Voilà. Mais quand tu as des entreprises comme ça en France, dans l'indice SP500 par rapport à la clé de répartition des market cap, elles méritent d'être au rang 250. Donc la question, c'est est-ce que tu les veux ou pas. Tu es assez exposé internationalement, mais tu as quand même des champions dans d'autres pays qui auraient leur place dans le SP500 par leur market cap. Et quand tu vois leur nom, tu as envie de les avoir. Donc ça fait sens quand même d'aller sur le MSCI World, mais ça fait pas sens en termes de perf. Sur les 5 dernières années, tu es plus gagnant avec du SP500 Ouais, qu'avec du MSCI World. Après, il y a les problématiques de taux de change. Après, tu as tout un tout à tas d'histoires qui me font dire que c'est quand même, tu peux quand même dormir très tranquille avec un MSCI World.
C'est des débats Oui. d'experts, chacun choisit ce qu'il veut. Le but, c'est de bien dormir. Mais d'ailleurs, il me semble qu'ils avaient sorti un ETF S&P 500 top 10 ou Ouais. même un Un ETF top 20, Mag non? 7, peut-être top 20. Et en fait, à chaque fois, tu te rends compte que plus tu concentres sur le top, plus la perf augmente. Donc en fait, Eh oui. limite, ce qu'il faudrait, c'est un MSCI World top 50, quoi. Tu élimines tout le reste, tu gardes que les 50 plus grands. Alors, je sais pas si ça existe. Peut-être que ça existe. Dites-le nous dans les commentaires si c'est le cas et donnez-nous le ticker et les ISIN, comme ça on ira voir. Mais d'ailleurs, petite parenthèse aussi, j'ai découvert grâce à Antoine et la vidéo portefeuille qu'on a fait avec Antoine. Allez la voir si vous l'avez pas vu, c'est un nouveau format qu'on fait sur la chaîne Bagger d'analyse de portefeuille. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour qu'on analyse votre portefeuille, écrivez-nous, ce sera avec plaisir. Et Antoine m'a notamment parlé de l'ETF JEPQ qui Ça, il faut m'intéresse que tu du coup clarifies un truc, maintenant Antoine, mais vas-y, continue. énormément. Mais je sais pas si du coup tu connais cet ETF. Oui, moi je le connais très bien et Ok. j'ai pas réagi au podcast et j'avais échangé avec Antoine sur X là-dessus parce que il n'était pas UCIT quand moi je m'y étais intéressé. Tu pouvais pas l'acheter sur un compte. Alors là, tu peux. Il Alors est que soit sous maintenant compte tu titre, un peu peux, surpris soit à là. l'époque fallait passer par des options pour s'y exposer. Enfin, il y avait tout un tas de délires qui a fait que j'étais pas rentré. Et t'en as plus parlé que ce que je suis capable d'en dire. JEPQ, si, il est UCITS, s'il est coté en Irlande, JEPQ, tu peux D'accord. l'acheter sur compte titre. Et tu as, faut bien regarder comment ils sont faits parce que je crois, comme il a très bien expliqué, t'as une sécurisation des profits par une vente d'options Ouais. qui fait que en fait tu t'es déjà engagé à vendre ce que l'ETF possède à un certain prix au-dessus. Donc si ça n'arrive pas, ben, tu as encaissé la prime d'assurance. Et si ça arrive, tu as en fait du coût d'opportunité parce que ça monte plus que ce que le coût de l'option va te rémunérer, quoi. Donc tu, tu dois regarder quand tu fais ça également la notion de savoir s'ils te rendent pas ton propre argent. Tu vois ce que je veux dire? À savoir que finalement, parce qu'il y a des ETF qu'on appelle, c'est pas rendement, je sais plus ce que c'est là, c'est comme le JEPQ. Et avec ce mécanisme d'option, en fait, dans la rente qui te restitue, il y a une partie de ton capital parce qu'il y a de la vente de ce que tu as et sur le long terme, ça va baisser, quoi. Je ne sais pas si c'est le Oui. cas pour celui-là, mais il faut surveiller Alors, sur certains trucs comme c'est ça, pas le cas 10%. effectivement. Alors pour ceux qui connaissent pas le JEPQ, donc c'est un ETF sur le Nasdaq avec toute une stratégie d'options qui arrive à dégager du coup entre 9 et 11% de rendement annuel, ce qui est juste colossal, hein. Moi honnêtement, alors je me suis pas encore penché dessus, donc je sais pas ce que ça vaut. Il y a beaucoup de monde qui adore cet ETF et je comprends pourquoi, parce que moi le premier je signe, hein, si on peut avoir du 9 à 11% de rendement par an sans problème. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet ETF, alors forcément, il fait moins bien que le Nasdaq tout seul, hein, c'est d'où la Mm. stratégie option, mais il fait aussi bien que le S&P 500 en fait. Donc tu sacrifies la surperformance du Nasdaq, mais tu as quand même une performance intéressante parce que tu es à peu près ISO à celle du S&P 500. Et en plus de ça, tu as Mhm. du 9 à 11% de distribution. Alors sur le papier, ça a l'air d'être l'ETF parfait en fait, dont tout le monde rêverait. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un loup quelque part, quoi? Est-ce que c'est pas trop beau pour Ouais, être vrai? ouais, moi je suis pas trop d'accord avec cette histoire-là pour des raisons sur lesquelles on arrive dans cette discussion. Donc je te fais le laïus de Michael Burry Vas-y. qui a publié un post pour se défendre de cette histoire de, de Mais il Pierre s'est et le fait loup. virer. La dernière fois qu'il a essayé de faire ça et qu'il a shorté Nvidia, il s'est fait virer. Donc, Donc Michael Burry a partagé sur son Substack qu'il était devenu celui qui crie au loup. Et que c'était comme ça, que c'était un narratif qui s'était mis sur sa gueule, qui l'accusait. Bon, donc avec la fameuse blague, Michael Burry a prédit 3 des 14 des 3 dernières crises. Et donc lui, il explique que quand même déjà dans l'histoire de Pierre et le loup, la morale de l'histoire, c'est qu'à la fin, il y a quand même le loup. C'est pas, faut pas l'écouter parce qu'il n'y a pas le loup, c'est juste mathématiquement, quand le loup arrive, on n'écoute plus celui qui a trop crié au loup. Mais à la fin, voilà, il y a un loup. surtout, mathématiquement, si tu dis tous les ans qu'il va y avoir une crise, au bout d'un moment, tu vas avoir Voilà. raison. Comme on dit, même une montre cassée montre la bonne heure 2 fois par jour, je crois. Donc,
Tu sais que toi et moi, on est sur les réseaux sociaux. Et tu sais très bien que quand quelqu'un nous reproche quelque chose, parce qu'évidemment on peut pas plaire à tout le monde, il y a un côté blessant, parce qu'on n'est pas non plus des stars du showbiz, tu vois, qui ont, entre guillemets, à gérer 1 million de personnes ou 2 millions de personnes qui les connaissent, et qui du coup prennent, j'imagine, l'habitude de passer outre le pourcentage inévitable des gens qui t'aiment pas, parce qu'on en a tous. Mais nous, on est beaucoup plus petits et on a l'impression que si quelqu'un nous fait une remarque, il faut qu'on se défende ou qu'on argumente ou si on pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, on aille contre. Et Michael Burry, il est dans ce mood, il est très sur la défensive quand tu l'accuses de ça. Donc il a fait son post pour expliquer ça. Et il raconte, je l'ai sous les yeux, que malgré tout ce qu'on peut dire à son égard, qu'en fait il n'a pas tant crié au loup que ça. C'est des gens qui systématiquement ont regardé ces fameux quarter publication des super investors, je ne sais plus ce que c'est là, le 13F, le 13F feeling, qui est la publication officielle que les gens qui gèrent plus de 100 millions aux États-Unis doivent publier tous les trimestres avec un délai de 45 jours. Pour leur position américaine uniquement. Pour leur position américaine uniquement, et qui avait une grande partie de ce qu'on lui attribuait comme Michael Burry annonce une crise, qui relevait de débats à la télé ou de mecs sur chaîne YouTube. Moi, je l'ai eu fait sur ma chaîne principale. J'ai eu fait du suivi de 13F de Michael Burry en essayant d'interpréter comment il jouait le coup au niveau du marché. Et Michael Burry fait énormément de short. Il a fait du short Tesla, il a fait du short... mais quand il a fait ces choses-là et qu'il y a eu énormément de débats sur le fait que, entre guillemets, il disait il y a une bulle là-dessus, machin, en fait, c'est pas lui qui le disait. Et lui rappelle que les fois où il a pris publiquement une position en disant là on a tapé un truc qui me plaît pas du tout, je vous annonce que ça sent pas bon sur ça, ça sent pas bon sur ça, il te dit qu'il s'est vraiment pas trop planté, donc il récapitule que selon lui il avait été bon pour la bulle.com où il avait publiquement pris position en disant là on est trop haut, qu'il avait été évidemment bon pour 2007 là où il a fait ses centaines de millions, qu'il avait été bon en 2019, qu'il avait été bon pour rappeler le retour de l'inflation, qu'il avait été bon sur les mêmes stocks et qu'il avait été bon au niveau des bancaires en 2023. Et que en fait en dehors de ces cas-là où il avait vraiment où il était venu expliquer les gars, vu ce qui se passe, l'inflation revient, ou les gars, vu ce qui se passe, ça va pas sur tel ou tel truc. Sur les cas où lui s'est mouillé de sa propre personne et pas par des commentaires annexes, soit de gens comme nous, soit de CNBC ou des gens qui commentent sur des chaînes publiques. En fait, non, il a été assez précautionneux dans ses alertes au loup. Et il conclut son article en disant « Et là, je vous annonce que cette fois-ci, je vous le dis, on y est. » Donc voilà, il a quand même pris position en disant là, ça va trop loin, quoi. Donc, ce qu'il faut y voir, c'est qu'il y a de l'inflation. Voilà. Je pense que le sujet principal du moment, c'est le choc pétrolier et l'inflation. C'est pas tellement l'IA, c'est pas tellement les bénéfices d'entreprise. Donc je vais vous sortir les chiffres d'inflation qui sont tombés. Je vais te les annoncer. Donc il y a eu une publication aux États-Unis en avril. Donc c'est des chiffres que vous pouvez retrouver sur des sites publics. Le site en question où vous voyez le Consumer Price Index, c'est le US Bureau of Labor Statistics. Et on attribue souvent aux chiffres américains une plus grande fiabilité que d'autres sources de chiffres. Bon, je pense qu'en Europe, on a le même niveau. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les publications statistiques de la Chine, par exemple, qui disent que c'est pas fiable. Dans les chiffres américains, tu as une bonne fiabilité, mais il faut quand même un petit peu discuter avec l'intelligence artificielle, parce que je ne peux pas vous sortir la mécanique exacte de ce qui s'y passe. Mais par exemple, pour le PIB, je crois, ils sont capables de te sortir à la fin du trimestre un chiffre. Et en fait, ils t'expliquent clairement que le chiffre qui sort à la fin du trimestre sur le PIB, je ne sais pas si c'est la même chose pour l'inflation.
Mais je pense que c'est potentiellement la même chose parce que, en fait, c'est pas possible de sortir un chiffre du trimestre à la fin du trimestre parce qu'il faut quand même pomper toutes les données, les agréger, les retraiter. Et dans le cas du PIB, ils te disent qu'ils s'autorisent 2 révisions, une à 3 mois et une à 6 mois. Et donc souvent, dans les annonces de PIB américaines où on te dit on est parti pour faire du 3%, en fait, 3 mois après, ils te disent ah non, on s'est planté d'1%, et 3 mois après, ils te disent on s'était planté de 2%, et en fait, tu as eu 1%, quoi. Donc, il faut être un peu précautionneux avec cette fiabilité des chiffres américains qui est en décalage par rapport à cette prise de position publique que le premier chiffre est un chiffre qu'ils inventent au doigt mouillé et que le vrai, il sort dans 6 mois, quoi. Donc je te donne les chiffres. On a en avril 2026 le retour de l'inflation à 3,8% sur une année glissante. Donc on s'approche des 4%, ce qui est colossal, parce que si tu as 1 million d'euros, dans les 4 ans qui viennent, dans les 3 ans qui viennent, tu perds 100 000. Donc c'est colossal, quoi. C'est-à-dire que si tu as 1 million d'euros, il y a très peu de scénarios où tu arrives par ton épargne à compenser le fait que l'inflation va bouffer ton capital dans les 3 ans qui viennent. Donc tu pars sur un tapis roulant où même si tu bosses, on te bouffe ton capital et tu restes à zéro si ton argent n'est pas placé. Ça, c'est le premier point. Sur ces 3,8%, évidemment, ce qui drive le retour de l'inflation, le chiffre le plus gros qui a été rapporté sur un an glissant, c'est bien sûr le gasoil, hein, l'essence, qui est à 54% d'augmentation aux États-Unis. Tout à fait. Et d'ailleurs, actuellement, le Brent, il est à peu près autour de 107 dollars. Donc on n'est pas au plus haut. Les plus hauts, c'était en avril autour des 120 dollars. Mais on est quand même pas mal reparti à la hausse, puisqu'il a pris 25% sur 2 semaines. Et ça peut potentiellement continuer à s'aggraver, parce que non seulement, effectivement, tu as le prix à court terme du pétrole dont on a parlé, mais tu as toutes ces histoires de diminution de la production mondiale qui peuvent entraîner des cascades de disruption de chaînes d'approvisionnement. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Tout à fait, il faut qu'on vienne dessus parce que c'est évidemment ça le sujet. Donc la plus grosse composante de l'inflation, c'est tous les produits dérivés de l'énergie et du pétrole, où tu as 3 chiffres qui sont 29, 28 et 54%, pour un indice global d'augmentation de l'énergie de 20%, tout compris également avec la partie électrique qui est quand même dans Electricity, on est à plus 6% quand même, tu vois. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a des vases communicantes. Si tu as moins accès à un certain type d'énergie, tu as plus de demandes pour des types d'énergie alternatifs. Et avec la loi de l'offre et de la demande, évidemment, les prix montent partout. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand ça touche l'énergie, comme l'énergie est une composante de tous les autres produits, tous les autres produits montent aussi, quoi. C'est pas un truc isolé dans son coin, ça tout le monde est au courant. On va pas dérouler l'histoire. Et si je te regarde tous les chiffres, tu en as très peu qui sont en dessous des 3%. Alors qu'est-ce que tu as en dessous du 3%? La bouffe à la maison, c'est 2,9. Qu'est-ce qu'il y a? Les commodities less food and energy. Donc qu'est-ce qui se casse la gueule aux États-Unis? C'est les bagnoles neuves et bagnoles d'occasion. Voilà, ça, les prix baissent, donc les gens sacrifient la consommation cyclique et discrétionnaire, à savoir que quand tu as une bagnole et que tu as de l'inflation, cette année, tu ne remplaces pas ta bagnole, qu'elle soit neuve ou d'occasion. C'est des achats décalés. Et qu'est-ce que tu as encore en négatif? Tu as du medical care commodities, bon, on s'en fout. Donc en gros, tu as à peu près tout qui est au-dessus des 3% d'inflation, sachant que l'objectif de la Banque centrale, c'est 2, hein, c'est pour ça que c'est intéressant de le noter, sauf les voitures d'occasion. Et il y a un petit trick avec les voitures d'occasion, c'est que tu peux te renseigner sur des sites, sur les
les remboursements et les défauts de crédit sur les bagnoles, qui sont l'indicateur considéré le plus avancé de la bonne santé de l'économie aux États-Unis. Quand ça commence à partir en biberine sur les bagnoles neuves ou d'occasion et les défauts de remboursement de crédit, en général 6 mois après, ça emboîte le pas avec l'immobilier et d'autres types de crédits. Et après, dans certains cas, pas dans tous évidemment, ça débouche par ce qu'on appelle une fameuse récession, une contraction du PIB, quoi. Donc, tu as des chiffres de l'inflation qui sont terrifiants par rapport à leur valeur et par rapport à cette composante voiture qui part dans le mauvais sens au regard de son signal historique qu'elle communique. Donc, le débouché de tout ça, là, tu as un souci parce que une banque centrale a pour objectif de maintenir la stabilité des prix, qui devrait normalement conduire à un objectif d'inflation de 0%. Va savoir pourquoi ils ont mis 2. On pourrait Alors, débattre pourquoi ils ont philosophiquement mis là-dessus. 2? La raison, elle est simple. C'est parce que historiquement, toute la monnaie mondiale était indexée sur l'or depuis le milieu du 19e siècle à peu près. Et 2%, c'est le taux historique d'inflation de l'or, en fait. Donc, ils ont repris la target qui était le taux d'inflation historique de l'or. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la nouvelle supply qui arrive tous les ans sur le marché. C'est le fameux ratio stock to flow ou stock sur flux en français. Donc, en gros, c'est combien vous avez de stock d'or dans le monde vs combien de flux, donc combien de nouvel or arrive. L'or est le métal qui a le meilleur ratio stock sur flux au monde, c'est pour ça qu'il a été utilisé comme monnaie, en sachant que c'est pas la rareté qui fait forcément le ratio stock sur flux, parce que tu as des métaux qui sont plus rares que l'or, mais il faut 2 composantes, parce qu'il faut avoir non seulement de la rareté pour avoir un flux faible, mais il faut aussi avoir un stock élevé, c'est-à-dire que si tu utilises l'or dans beaucoup d'applications industrielles par exemple, t'as pas de stock, parce qu'en fait ce qui fait le ratio stock sur flux, c'est cette composante stock, donc en fait il faut avoir beaucoup de stock inutilisé et immobilisé qui sert uniquement pour la masse monétaire. Ce qui est beaucoup moins le cas par exemple de l'argent, et c'est pour ça que l'argent historiquement s'est complètement fait remplacer comme monnaie, parce que l'argent a beaucoup plus d'applications industrielles que l'or. C'est pareil pour le cuivre, et c'est pareil pour, je sais pas moi, le platine ou d'autres métaux qui seraient plus rares que l'or, mais qui sont utilisés beaucoup plus dans des process industriels. Et voilà, en fait, cette target de 2% par an, il est tout simplement calqué sur l'or qui historiquement a eu cette inflation de 2% par an et qui historiquement était en plus annulé, voire annulé au moins à l'équilibre, voire en négatif par rapport au gain de productivité. C'est-à-dire que si tu as 2% d'augmentation d'or, mais que tu as 4% d'augmentation de gain de productivité, bah, tu as une diminution des prix de 2%, parce que forcément, ça va créer de la déflation technologique. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle aux États-Unis quand ils ont instauré l'étalon or à la fin de la guerre de sécession. Pendant toute la période entre la fin de la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale, tu as tout un indice des prix aux États-Unis parce que eux ils sont vachement carrés sur les statistiques économiques, donc c'est pour ça qu'on cite souvent en fait les statistiques américaines. C'est juste qu'on les trouve nulle part ailleurs parce que les autres pays sont moins carrés. Et quand tu regardes en fait, les prix des biens et services aux États-Unis sur cette période se sont effondrés. Donc peut-être qu'en 1870 tu pouvais acheter une baraque pour 5000 $. En 1914 tu pouvais acheter la même baraque pour 3000 $. Donc en fait c'est comme ça que toute l'économie s'enrichit, que la classe moyenne émerge, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une inflation tellement élevée que même les gains de productivité n'arrivent pas à rattraper l'inflation, ou en tout cas ça dépend des produits, parce que tu as des produits comme les produits technologiques sur lesquels tu vas vraiment avoir de la déflation, parce que le smartphone que tu achètes aujourd'hui à 1000 $, il est beaucoup mieux que celui que tu pouvais acheter à 1000 $ il y a 5 ans, mais sur ton steak, t'as pas une usine de vaches qui a transformé la production de bœuf sur les 20 dernières années, quoi. Donc un steak, il faut quoi? Il faut quelque chose comme peut-être 5-6 ans pour produire une vache, j'en sais rien. Donc forcément, tu as de l'inflation dessus parce que t'as pas de gain de productivité sur la production de steak. Donc voilà, une petite digression. Ouais, mais c'est la clé parce que si tu veux, l'inflation est potentiellement la composante qui explique le mieux la performance des bénéfices et des chiffres d'affaires d'entreprises qui s'envolent, Ouais. pour moi. C'est d'ailleurs un épisode passionnant qu'on avait fait avec Jean à l'époque. Je sais plus le numéro, mais ça doit être dans les 60 ou 70.
euh, qui était le mensonge du S&P 500, de la croissance du S&P 500, parce que quand tu mesures le S&P 500 en or et pas en dollars, en fait, tu t'aperçois qu'il y a zéro croissance depuis 1971. On est flat. Ben ça me paraît très probable, hein, mais il faudrait, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ces calculs-là, et je pense que tu peux faire une thèse de doctorat sur le sujet, et que non seulement tu y passeras 1000 heures, mais en plus tu auras 200 experts qui seront pas d'accord. Donc il n'y a pas de réponse finale sur toutes ces histoires-là. Moi, je pensais qu'il y avait un côté un poil plus pervers dans l'histoire qui relevait de la mécanique intellectuelle qu'ont les gens, en fait, de faire quelque chose et d'entreprendre et de travailler. Si tu as l'inflation qui te grignote, tu as une motivation de le faire. Et si tu as soit de la déflation, soit pas d'inflation, en fait, celui qui a stocké quoi que ce soit n'a plus d'intérêt à rien faire, Ah si ce oui. n'est que d'attendre, même pas de Alors, prêter son argent, quoi. alors ça, c'est le grand mensonge de l'économie keynésienne qui a été introduite en masse à partir des années 20, justement pour justifier toute l'inflation qu'il y avait eu pendant la Première Guerre mondiale et qui a ruiné absolument toutes les monnaies des belligérants, hein, que ce soit l'Angleterre, qui a ruiné son pound pendant la Première Guerre mondiale en imprimant 4 fois plus de billets que ce qu'elle avait de réserve d'or, que ce soit le franc français, pareil, qui s'est complètement dévalué, ou que ce soit même le dollar américain. Donc pour justifier cette inflation, évidemment, il y a eu tout le narratif de l'économie keynésienne et de cette nécessité de l'inflation, mais ce qui est un mensonge en fait, parce que quand tu regardes l'histoire factuellement et que tu regardes des périodes comme la période 1870-1914 où tu n'avais pas d'inflation, justement, tu avais de la déflation, en fait, ça fait partie des périodes économiquement les plus productives de l'histoire de l'humanité, et là où tu as eu le plus d'innovation, le plus d'inventions, le plus d'entreprises qui ont émergé. Si tu regardes la majorité des entreprises qu'on a en France encore aujourd'hui, elles ont émergé pendant cette époque-là, que ce soit les banques, que ce soit les constructeurs automobiles, que ce soit les entreprises de luxe. Donc non, l'inflation n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement d'une économie. Mais c'est toute l'opposition entre la thèse de l'économie autrichienne et la thèse de l'économie keynésienne. C'est que l'économie keynésienne, en fait, est basée sur du non-sens et des mensonges pour justifier l'impression monétaire et cette inflation. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un objectif un peu plus pervers derrière, parce que évidemment que, en fait, les gens sont censés pouvoir récupérer dans leur vie les fameux gains de productivité, quoi. Quand tu expliques à Ouais. l'économie que tu veux maintenir tes prix, voire mettre un objectif d'inflation à 2%, tu es quand même en train d'expliquer à tout le monde que si on est plus productif et qu'on produit plus, on imprimera plus d'argent parce qu'il est hors de question que les gens aient 2 fois plus de pouvoir d'achat, quoi. C'est quand même délirant comme état d'esprit. Exactement. Euh, Et d'ailleurs, il y a une courbe, je saurais pas vous la retrouver, mais je crois qu'on l'avait partagée. Pareil, on avait fait toute une série de podcasts à l'époque avec Jean sur le Bitcoin, sur l'étalon or, sur donc la comparaison S&P 500 or et également sur les effets de l'inflation. Et en fait, tu t'aperçois que donc 1971, c'est la date où le président Nixon à l'époque a officiellement annulé l'étalon or sur le dollar et où tu as eu toute la période d'hyperinflation qui s'en est suivie aux États-Unis pendant les années 70. Et en fait, quand tu regardes n'importe quelle courbe économique, tu as un avant et un après 1971. Et notamment, tu as avant 1971 la courbe qui met en superposition la croissance de la productivité aux États-Unis et la croissance des salaires. Et cette courbe est quasiment identique 1 pour 1, c'est-à-dire qu'elle se suit parfaitement. Et à partir de 1971, tu vois cette courbe de gain de productivité qui continue sa ligne linéaire et la courbe des salaires qui est flat depuis. Donc en fait, tu as eu un x3 ou x4 sur les gains de productivité, mais les salaires sont les mêmes qu'en 1971. Il n'y a pas eu d'enrichissement du travailleur, il n'y a pas eu d'enrichissement de la classe moyenne depuis. et oui, c'est-à-dire que quand on te file 2000 balles par mois à une certaine époque et que tu peux t'acheter 2000 kilos de sucre, si on continuait à te filer un vrai 2000 balles, aujourd'hui, tu pourrais t'acheter 4 fois plus de kilos de sucre. Or, on te file un salaire qui continue de te permettre de t'acheter juste 2 kilos de sucre. Voire 2000 t'en kilos de acheter sucre. moins. Voire t'en acheter moins. Alors, si je reformule ça, ça veut dire que les salaires ont baissé. C'est-à-dire que Oui. tu as divisé le prix du sucre par 5
ce qui veut dire qu'à salaire constant, quelle que soit sa valeur, tu devrais avoir 4 fois plus de pouvoir d'achat sur le sucre depuis les années 70. Or, comme le prix baisse et qu'il y a un objectif d'inflation, le prix du sucre monte par impression monétaire, et à la fin, tu as toujours un salaire qui te permet de t'acheter la même quantité de sucre que dans les années 70 en proportion de ton salaire. Exactement. Le problème, c'est que ça veut dire que tu gagnes 4 fois moins qu'avant. Tout à fait, mais le pire du pire, c'est l'immobilier, parce que quand tu regardes les stats, dans les années 60, l'Américain moyen, il lui fallait 3 ans de salaire pour s'acheter une baraque. Donc Eh oui. si tu gagnais, remis en chiffres d'aujourd'hui, tu vois, ça veut dire que si tu gagnes 50 000 dollars, qui est le salaire médian américain, la baraque médiane devrait être à 150 000 dollars. Or, c'est pas du tout le cas. Et en fait, aujourd'hui, en comparaison, il faut 7 ans, même plus de 7 ans de salaire pour s'offrir la même baraque que ce que pouvaient s'offrir les gens avant 71. Et c'est un drame parce qu'une maison aujourd'hui ne coûte pas forcément plus cher à construire que dans les années 70. Au contraire, enfin, tous les progrès industriels qu'on a fait devraient faire qu'une baraque aujourd'hui devrait coûter moins cher que dans les années 60. Or, c'est pas le cas. Et en plus, les baraques aujourd'hui sont bien plus pourries que dans les années 60, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, voilà, c'est ce que tu observes quand tu regardes l'histoire et quand tu regardes cette période 70-14, 1870-1914, où tu as eu une réelle période de stabilité monétaire et d'étalon or mondial, et où tu as eu cette déflation des prix et le plus grand enrichissement que l'humanité n'ait jamais connu depuis. Et oui, ça me Voilà. paraît totalement délirant. Et du coup, une grande partie de ce qu'on essaye de faire en bourse, qu'on appelle de la performance, en fait, c'est juste du maintien de niveau de vie, quoi. Bah Ça oui, fait peur, mais... et oui, mais c'est pour ça que quand tu regardes le S&P 500, en fait, si tu le prends en or, il surperforme pas, mais Hmm. évidemment que c'est pas le cas de toutes les entreprises, parce que dans le S&P 500, si tu prends Coca en or, potentiellement, t'as même perdu de la valeur. Mais si tu prends du Apple ou du Google sur les 20 dernières années, bah évidemment que t'as fait mieux, et que en termes réels, t'as compensé l'inflation, mais tu t'es en plus enrichi parce que ces boîtes ont créé plus de valeur Hmm. qu'il n'y a eu d'inflation, quoi. À la sortie, tu as quand même une banque centrale qui, au travers de toute son histoire, hein, et tu en as résumé une grande partie de 1950 à, sachant qu'elle n'existait peut-être pas à l'époque, hein, mais peu importe. Alors, la Euh, Fed aux États-Unis, elle a été créée en 1914, il me semble, ouais, juste c'est avant ça. la Première Guerre mondiale. Donc tu as au moins mentionné la partie 1914 jusqu'à 1970 et la fin de l'étalon or. Donc aujourd'hui, un organisme comme la Fed va devoir gérer ça. Donc il faut gérer le retour de l'inflation. Quand l'inflation remonte, quand tu as une news sur l'inflation qui repasse à 3,8 et que tu es un investisseur averti, tu sais qu'à partir de maintenant, tu regardes la Fed. Parce que la Oui. Fed doit faire quelque chose. Mais en plus, Pourquoi tu as deux effets pervers avec Mm. ce retour de l'inflation. C'est que non seulement tu as l'inflation induite par le rapport d'offres et de demande qui fait que si tu as moins d'offres, notamment sur le marché du pétrole, bah, les prix s'envolent. Tu as le marché du pétrole, mais tu as aussi la rame hein, aussi qui joue en partie potentiellement sur l'inflation parce que tous les prix de tous les biens technologiques aujourd'hui augmentent à cause de cette pénurie de rame dans tous les sens. Donc tu as cette inflation de marché et tu as l'inflation monétaire. Et le double effet, c'est qu'en plus, aujourd'hui, les pays, et notamment les États-Unis, sont tellement endettés. D'ailleurs, les États-Unis ont dépassé le cap de ratio d'endettement dette sur PIB qu'ils avaient au plus haut lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont au niveau le plus endetté qu'ils n'ont jamais été dans leur histoire. Et tu as 3 manières de payer cette dette, de la rembourser. Soit tu fais défaut, mais ça veut dire que tu mets à terre tous les fonds de pension, tous les fonds de retraite, tous les hedge funds, bref, tous les gens qui possèdent des obligations américaines, ce qui n'est pas possible parce que du coup tu ruines tous les retraités et tu ruines toute l'économie, donc tu ne peux pas faire défaut. Soit tu la rembourses, ce qui est complètement impossible parce qu'ils n'ont pas de thunes. Ça voudrait dire couper les dépenses, ça voudrait dire couper la sécurité sociale, les retraites des gens, etc., ce qui serait complètement impensable politiquement, soit bah, tu imprimes de l'argent pour rembourser ta propre dette, et c'est exactement ce qui va se passer. Bah, c'est toute la question parce que tu as cette mission de gestion de l'inflation et on peut venir sur l'offre et la demande parce que ça c'est la partie pétrole et choc pétrolier. Mais il faut quand même mentionner avant que toutes les banques centrales ne se valent pas.
que toutes les banques centrales ne gèrent pas exactement les mêmes situations. Celle du Japon fonctionne différemment de celle de l'Europe et fonctionne différemment de celle des États-Unis. Mais celle des États-Unis a plusieurs missions. C'est-à-dire qu'en Europe, on reconnaît à la Banque centrale la mission de la gestion de l'inflation comme seule et unique mission prépondérante, et la sauvegarde de l'euro qu'avait introduit Mario Draghi. Je veux bien gérer l'inflation, mais il faut d'abord qu'il y ait un euro. Donc j'estime que la mission de la Banque centrale, c'est aussi de sauver l'euro. Donc j'ai le droit de faire du quantitative easing, même si ça tue ma mission sur l'inflation. C'était ça la politique Draghi. Et la partie légale, parce qu'il y avait eu un sujet légal au niveau de la gestion de la politique de quantitative easing en Europe, parce que la Banque centrale n'avait pas le mandat de le faire, quoi. Donc après, tu as toutes les histoires. Est-ce que les Allemands sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Parce qu'évidemment, quand tu fais de l'inflation, tu vides les poches du retraité allemand pour payer de la retraite espagnole et italienne, et ainsi de suite, quoi. Donc après, tu as tous ces sujets-là en Europe où tu t'articules, entre guillemets, sur ces deux sujets, gestion de l'inflation et mandat sur la fragilité de la construction européenne. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Tu as plusieurs missions qui incombent à la Banque centrale, qui inclut à la fois la gestion de l'inflation, mais aussi le marché de l'emploi. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas ce que la Banque centrale peut faire quand tu as un problème d'offre sur le pétrole. C'est-à-dire que là, tu as de l'inflation par rareté. Oui. Tu as de l'inflation par rareté. C'est-à-dire que j'ai donné les chiffres. J'ai donné des chiffres tout à l'heure qui étaient les chiffres de l'inflation et qui sont tirés par la rareté sur l'énergie. Mais d'ailleurs, il faut faire un petit point chiffre là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, tu as 20 millions de barils par jour qui manquent dans la production de pétrole mondiale, ce qui représente 20% de la consommation mondiale. Donc c'est de pire en pire à chaque fois que cette crise en Iran continue. Tu as des effets, notamment l'Arabie Saoudite qui essaye de contourner le truc avec des pipelines, etc. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, tu as un trou de 20% dans la production de pétrole mondiale. 20%, c'est énorme. C'est énorme. C'est délirant. Ça veut dire que potentiellement, tu as une entreprise sur 5 qui utilise du pétrole qui ne peut plus fonctionner. Et c'est pas une histoire de prix, parce que c'est une histoire de pénurie. Donc le problème, c'est que à partir du moment où tu as cette problématique d'une inflation qui n'est pas là, entre guillemets, par une augmentation de masse monétaire, comme on a qualifié l'inflation sur plusieurs décennies avant, avec ce que s'est mis à faire la Banque centrale, d'imprimer de l'argent pour compenser les gains de productivité. Là, tu as de l'inflation qui est une inflation par choc d'offres. Donc tu ne peux pas y remédier en changeant ta politique monétaire. Le problème, c'est que du coup, en fait, ce qui prend le pas, c'est l'économie classique. La vraie économie de l'école autrichienne, celle que tu as mentionnée tout à l'heure. Et là, en fait, on s'en fout de la politique de la Banque centrale, parce que, entre guillemets, si tu as un choc d'offres, ce qui est censé se passer, c'est une mécanique de montée des prix par manque d'offres, et donc le prix augmente. C'est ce qui se passe par exemple quand tu as un ouragan, et c'est pour ça qu'il ne faut pas contrôler les prix. C'est-à-dire quand tu as un ouragan qui balaye 2000 maisons quelque part dans le sud des États-Unis, tous les gens qui doivent reconstruire vont acheter du bois pour reconstruire leur maison. Parce qu'ils se font détruire les maisons par des ouragans tous les 10 ans, mais ils se disent qu'il faut reconstruire en bois. Et donc du coup, là, tu as plutôt un choc de demande, tu as énormément de demandes sur le bois, donc les prix montent, et évidemment, les gens vont dénoncer, il y a une certaine partie qui sont un peu teubés, vont dire, il y a des spéculateurs qui s'enrichissent, ils vendent le bois plus cher. Le problème, que quand tu as un choc de demande comme ça, parce que tu as énormément de gens qui doivent reconstruire et que les prix montent et que ça leur coûte plus cher, c'est que si tu dis les prix ne montent pas, en fait, c'est les gens qui n'ont pas besoin du bois parce qu'ils ne sont pas dans l'urgence qui vont continuer à l'acheter. Et du coup, tu as pénurie. Donc en fait, le mécanisme de montée des prix, ça coûte plus cher à celui qui est dans l'urgence, mais en même temps, ça signale à celui qui n'est pas dans l'urgence que ce n'est pas le moment pour lui d'acheter du bois.
Et quand tu es dans la problématique du shot d'offres actuellement sur le manque de pétrole, c'est le corollaire, parce que du coup, c'est pas un choc de demande, mais c'est un choc d'offres, mais tu vas avoir la même mécanique, à savoir le prix qui est censé augmenter pour signifier à des gens qui n'en ont pas besoin, qui doivent arrêter d'en consommer pour favoriser les gens qui en ont le plus besoin. Le problème, c'est qu'il n'y en aura pas assez et que le pétrole, tout le monde en a besoin. C'est-à-dire que celui qui va devoir renier sur son besoin, ça reste un besoin vital. Donc tu as forcément le politique qui va se mettre au milieu. Et comme ça reste un besoin vital et primaire de l'économie, tu vas avoir en fait de la destruction forcée de demande, mais qui va correspondre à du chômage. Et donc, les politiques de banque centrale, en particulier aux États-Unis, vont se retrouver pris entre deux feux, à savoir qu'est-ce que je fais. Je suis censé agir dans une direction parce qu'il y a trop d'inflation, et je suis censé agir dans l'autre direction, à savoir baisser les taux de crédit pour relancer l'emploi. Parce que c'est ça qui est complètement débile. Quand tu as du chômage, en fait, tu relâches un peu la politique monétaire, les entreprises peuvent financer des projets moins rentables parce que les taux sont plus bas, donc des projets qui n'étaient pas jugés rentables à des taux hauts deviennent rentables, et donc les gens recrutent et font des projets qui sont rentables au taux d'intérêt du moment parce que ça leur coûte moins cher, et tu fais repartir l'emploi. Mais si tu fais ça alors que les prix s'envolent encore plus, quoi. Donc tu as une contradiction qui est insolvable. Sur ce choc Alors, pétrolier. elle est peut-être solvable, et c'est une théorie qui émerge dans pas mal de penseurs, si on peut les appeler comme ça, géopolitiques américains, qui est que du coup, les États-Unis sont en train de tout miser sur la tech et sur l'IA en essayant de parier sur le fait que les gains de productivité fournis, gagnés grâce à l'IA vont permettre de compenser cette inflation massive qui va avoir lieu sur les prochaines années. C'est un peu le pari, et c'est un peu la théorie du pourquoi, du comment les États-Unis, en plus évidemment de tous les intérêts politiques, militaires, stratégiques qu'il y a derrière le fait de posséder la technologie de l'IA, c'est que l'IA en fait permettrait des gains de productivité qui viendraient gommer, peut-être pas en totalité, mais au moins en partie, cette inflation, et que si forcément tu as une amélioration de l'efficience sur à peu près l'ensemble de l'économie qui produit des biens et services, tu as une baisse des prix, et cette baisse des prix peut au moins en partie arriver à compenser l'inflation. Donc en fait, tu vas pas avoir une baisse des prix, mais du coup, tu vas pouvoir avoir un prix qui va rester stable, puisque l'inflation va être compensée par le gain de productivité. C'est un peu la théorie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que l'IA va vraiment permettre ces gains de productivité? Ça, on n'en sait absolument rien. Et surtout qu'en plus, il y a un facteur encore plus aggravant, c'est que quand on parle de pénurie de pétrole, c'est pas que le pétrole qui est impacté, c'est tous les produits dérivés qui vont autour, parce que tu as une potentielle également crise alimentaire qui pourrait subvenir, puisque à l'origine du pétrole, à l'origine des engrais alimentaires, tu as le pétrole, et notamment au détroit d'Ormuz, tu as 50% de l'urée, 30% de l'ammoniac et 20% du phosphate mondial qui transite. Donc ça veut dire que tu as directement une potentielle pénurie d'engrais mondiale qui va suivre. L'énergie, puisque tu as aussi le GNL, le Qatar qui est le premier exportateur de GNL au monde, qui se retrouve bloqué toujours avec ces histoires de détroit d'Ormuz. Et le tourisme du luxe également, puisque tout ce qui est consommation discrétionnaire, évidemment, ça s'effondre en ce moment. Si vous avez du Hermès, du LVMH, même du Pernod Ricard, vous le savez. En partie, le problème, c'est que Dubaï et toutes ces villes-là du Golfe, tu as beaucoup d'acheteurs qui contribuent à cette économie du luxe mondial, que ce soit en voyageant un peu partout, en faisant du tourisme, ou juste en ayant des boutiques de luxe. Et ça, c'est finito, en fait. Dubaï, aujourd'hui, c'est à l'arrêt, il y a plus rien qui se passe, tu fermes le rideau. Donc, tu as plein d'effets secondaires qui peuvent aggraver encore cette inflation, quoi. Moi, je suis en partie terrifié, sans l'être, parce qu'évidemment, quand on investit, on est de nature optimiste.
c'est évident, quand tout acte d'investissement correspond à transformer une somme du moment en un pari sur un flux financier, un flux de bénéfices futurs, un flux de cash flow libre qui peuvent être restitués par une entreprise qui soit les réinvestit en ton nom, soit les restitue par des buybacks ou des dividendes. Et évidemment que quand tu investis, tu as cette notion de « je crois que dans le futur, ce panel de scénarios futurs va me permettre de récupérer plus que ce que j'ai misé. » Donc c'est un acte d'optimisme. Évidemment qu'il y a des gens qui crient au loup, ou des Michael Burry qui crient au loup, mais il a quand même conclu dans son texte que quand même depuis 25 ans, il avait été 90% du temps long sur les investissements, donc à l'achat. Donc même les plus gros Pierre et le loup que sont les Michael Burry et consorts sont des gens qui ont quand même une nature optimiste vis-à-vis des marchés, parce que c'est des acheteurs. Et de tout temps, quand tu prends l'histoire telle qu'elle s'est déroulée de manière proche sur 100 ans, alors la bourse existe en Hollande depuis 1600 quelque chose, 1605, mais on n'a pas besoin de remonter aussi loin. Tu as toujours eu une ambiance fin du monde qui était à côté de l'ambiance le monde se développe. Donc je veux dire, quand tu as la révolution de l'exode rural et tout le monde qui vient dans les villes en France, quoi que ce soit entre, allez, on va le mettre vraiment très large, début XXe siècle, fin du 1970, tu as une très forte mécanisation des champs, hein, l'arrivée du tracteur mécanique, la fin des cultures en bocage, la construction de ces méga entreprises qui avec très peu d'opérateurs vont s'occuper de toute la bouffe pour tout le monde, et tu as l'effondrement du métier d'agriculteur, où tu passes de millions de personnes qui avaient ça comme activité en France que de produire de la bouffe, à un pourcentage extrêmement faible. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. C'est quoi l'agriculture? C'est 500 000 personnes? 2-3%, ouais. Oui, enfin, c'est extrêmement faible. Donc tu as cette révolution dans l'agriculture qui intellectuellement est très proche de la révolution de l'intelligence artificielle, à savoir, à un moment donné, la mécanisation et l'automatisation d'une activité qui fait que énormément de gens qui la pratiquaient doivent trouver autre chose à faire. Et l'optimisme, c'est évidemment de conclure que peu importe ce que l'IA fera gagner en gain de productivité, qui se traduira par la destruction d'énormément d'emplois, l'agriculture a montré que les gens ont eu l'incroyable chance de pouvoir arrêter d'être agriculteurs et de se mettre une chemise avec une cravate et devenir représentant commercial pour Conforama. Je ne sais pas si on y a gagné, mais il y a eu des nouveaux métiers qui se sont créés, et ceux-ci, quand tu regardes bien ce qui s'est passé en particulier avec l'arrivée de cette nouvelle économie du tertiaire dans les années 70, étaient en parallèle de la guerre froide. Et la guerre froide, c'était la fin du monde au tournant, quoi. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'était l'ambiance à l'époque, avec le sentiment que la guerre nucléaire était au bord du tournant. Donc les gens étaient très proches de ce qu'avait été la Seconde Guerre mondiale, qui s'était terminée par le Hiroshima et l'utilisation de l'arme nucléaire, qui n'existait pas 30 ans avant, quoi. Donc il y a des gens qui sont nés sans l'arme nucléaire et qui ont vu l'arme nucléaire arriver dans la géopolitique mondiale. Et il y a eu une ambiance fin du monde dans la guerre froide Russie contre Amérique, où vraiment tu avais vocation à être extrêmement pessimiste dans les années 70-80. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous encourage à regarder Mad Men, qui est une série exceptionnelle, et où tu vois d'ailleurs très bien pendant les premières saisons cette angoisse de la guerre froide. J'en suis à la saison 2. Ah, et tu vas pas me spoiler aussi, quand même. Et tu as aussi, dans les années 60-70,
tout ce mythe ou en tout cas cette grande peur qu'il y avait eu sur la surpopulation mondiale et les Oui. potentielles pénuries alimentaires qui allaient y avoir lieu dans les années 80-90, qui en fait n'ont jamais eu lieu tout simplement puisqu'on a eu des gains de productivité tels sur la production alimentaire, qu'on n'a jamais eu de pénurie sur quoi que ce soit. Et aujourd'hui, le problème, c'est même plus la surpopulation, c'est la dépopulation. Le problème s'inverse, les taux de fécondité s'effondrent, bref, tous les problèmes, enfin tout le monde est au courant. Et en fait, pour ça, moi je recommande toujours, il faut lire absolument le livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent, où il a tout un dernier chapitre sur le pessimisme et sur, en fait, quand tu prends n'importe quelle période de l'histoire, tu as toujours un narratif de fin du monde, quoi qu'il arrive. Et en Mhm. fait, tu t'aperçois que quoi qu'il arrive, bah, les choses se passent beaucoup mieux que prévu, et qu'au final, bah, si tu regardes pas la télé, bah, ça change pas grand-chose pour ta vie au quotidien, à part peut-être ton plein d'essence qui va doubler dans les 6 prochains mois, et peut-être ton billet d'avion qui va être annulé cet été. Mais sinon, à part ça, ça va pas changer l'existence de Monsieur Tout le Monde. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est exactement aussi. J'écoutais ce matin enfin ce midi le podcast de Jack Mallers, le dernier podcast, c'est un gars que j'adore, c'est un Américain. Il disait, t'as beau être le plus pessimiste du monde et croire en la fin du monde, au bout d'un moment, bah, il va falloir pleure un coup, pleure 5 minutes, puis après tu reprends le boulot et on passe à autre chose, quoi. Il faut le pessimisme, ça n'avance à rien et l'humanité est ce qu'elle est, on trouvera toujours des solutions. Il y aura toujours des innovations technologiques qui vont faire que. Et oui, il peut y avoir des crises, ça peut être passager, mais si vous êtes investi en bourse, potentiellement, bah, dans les 10 prochaines années, vous serez dans le positif, quoi. C'est statistiquement comme ça. Je rajouterai tout de même que ces scénarios de fin du monde qui sont toujours présents, donc par exemple sur la surpopulation, hein, qui était une projection, c'était une projection politique et Oui, d'experts il y avait eu dans la les couche années d'ozone 70. aussi, en 2003. Oui, Moi, ça m'avait marqué. J'étais au CP, on avait eu on a eu 3 mois, je crois, de bashing sur la couche d'ozone. C'était terrible, ça. voilà. D'ailleurs, le GIEC vient d'annoncer, là, tu l'as pas vu la news? Ah oui, il y a cette Euh, histoire aussi, purée. le GIEC vient d'annoncer le retrait de ces scénarios les plus pessimistes. Bah, Alors, je crois évidemment. qu'ils en avaient, beaucoup. Hein. Ils en ont enlevé quelques-uns. Ils en ont Bah, enlevé genre 10%. Mais ils ont Maintenant que les enlevé. gens se rendent compte qu'il va falloir brûler du pétrole pour faire tourner l'IA, effectivement, l'écologie, c'est moins la priorité. C'est moins la priorité. Ils ont retiré les scénarios les plus pessimistes de l'augmentation de la température. Ouais. Et ça, c'est pareil, quand c'était sorti, tout le Ouais. monde était là à crier sur la fin du monde, le rapport du GIEC, ça faisait tous les gros titres. Bon, bah, tu t'aperçois que 5 ans plus tard, en fait, tout le monde en a rien à foutre, quoi. Donc voilà. Donc là, le rapport du GIEC officiel serait que on est censé être sur une trajectoire scénario extrême retiré. Je le dis de mémoire, hein, corrigez-moi en commentaire si vous trouvez une meilleure info que ce que je m'en souviens. D'un maximum de 3,6 degrés en partant de 1860 et du début des mesures. Et comme on a déjà pris une certaine quantité de degrés, ça veut dire que maintenant, au pire, le GIEC prévoit une augmentation des températures de 1 degré d'ici 2100 à partir de maintenant, dans son scénario le pire du moment. Bon, tout ça peut changer. Mais ça, j'ai envie de te dire, Hugo, ça, c'est des scénarios de long terme et des projections où tu peux avoir des débats d'experts, où effectivement, ces scénarios de peur de fin du monde sont des projections. Il n'empêche que quand c'était la crise de la guerre froide avec le risque d'armes nucléaires, il y a eu des moments et il y a eu des journées Ouais. où les gens ils avaient le doigt sur le bouton. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ces crises qui sont beaucoup plus directes où la probabilité que ça arrive et qui n'est pas une projection juste de un jour ça arrivera, il y a des moments où tu te rapproches beaucoup plus que d'autres d'une vraie catastrophe imminente. Ça, Ouais. c'est un fait, et c'était le fait pour la guerre froide. Ce qui n'empêche pas que, du coup, si tu t'approches d'une catastrophe, de toute façon, tu auras autre chose à faire si jamais elle arrive. Donc, autant investir ton fric, Oui, parce que oui, si elle c'est n'arrive ça. pas, tu seras gagnant. Exactement. Si tu as peur d'investir en bourse parce que tu penses qu'il va y avoir une guerre nucléaire, j'ai envie de te dire, s'il y a vraiment une guerre nucléaire, en fait, on s'en fout que tu sois investi en bourse ou pas, ça changera rien, quoi. Mais là, on a quand même un gros problème, et
et on en a déjà parlé, mais je vais rajouter une couche dont on n'a pas parlé. C'est que quand moi j'avais alerté sur ce qui se passait au Moyen-Orient et au niveau de la crise du pétrole, qui était énormément couverte par rapport au blocage logistique des bateaux, et où beaucoup de gens faisaient le pari que résoudre ce problème-là allait résoudre le problème, j'avais mentionné, désolé pour ceux qui vont nous écouter, nous répéter, mais pour ceux qui débarquent, c'est important qu'on le mentionne une fois, j'avais mentionné que la problématique de fond, c'était la destruction des capacités. Et la destruction des capacités, il y en a une directe, à savoir, et il y en a encore en ce moment là. Je ne sais plus quel pays a encore frappé l'Iran là, parce que maintenant ils se battent entre eux. Donc, quand tu détruis les capacités de raffinage, tu détruis structurellement la capacité de convertir le pétrole en produit fini. Et ça, quoi qu'il arrive, déblocage des 20 millions de barils que tu as mentionné ou non, ça, structurellement, on perd entre 5 et 30% pour 5 ans, le temps de reconstruire les capacités des produits de production du pétrole de la zone. Donc les gaz rares, hein, on l'a mentionné, les gaz rares qui étaient produits au Qatar, là tu as perdu 30% jusqu'à ce qu'on redémarre la raffinerie, même si le pétrole peut circuler dans Hormuz. Donc ça c'est structurel, on l'a déjà pris dans la gueule, on sait que pendant 5 ans, il va falloir gérer un truc de fou. Maintenant, il y en a un qu'on n'a pas abordé et que je peux te détailler avec mon historique personnel d'ingénierie. C'est que on peut avoir de la destruction de capacité indirecte et qui peut être imminente dans les 2 mois. Et celle-là, elle est encore pire que le reste. C'est que quand tu fais tourner une installation quelle qu'elle soit, en fait, tu ne peux pas te permettre de l'arrêter. Parce que si tu veux, 100% de ce que tu as calculé dans ton installation, dans ton système de tuyauterie, dans la manière dont tout ça va se comporter, tu as pris en compte des valeurs opérationnelles des fluides qui vont traverser ça, sous certaines pressions, sous certaines températures. Et ce n'est pas possible d'arrêter une installation et de la mettre à sec. Et un des gros problèmes qui se passe en ce moment, c'est qu'on se rapproche d'ici, je l'ai noté, donc d'ici septembre, on se rapproche d'un plancher qui est le plancher de destruction de capacité lié au manque de pétrole pour mettre dans les raffineries et dans les outils de production des produits dérivés du pétrole. Et ces raffineries qui n'ont pas été touchées par les destructions et qui correspondent déjà à un minimum de 5% de pénurie de diesel jusqu'à ce qu'elles soient reconstruites, dans 3 mois, et c'est là que je te dis, il y a quand même des moments où le scénario catastrophe ultime est plus probable que les autres, parce que là, c'est une histoire d'horloge qui tourne. Dans 3 mois, la capacité des raffineries à rester opérationnelles va commencer à disparaître, parce que celles qui ne seront plus alimentées vont commencer potentiellement à rouiller, à ce que tu veux. Tu vas avoir des petits défauts qui vont faire que même si le pétrole revient, tu vas avoir de la réparation à faire sur un truc qui n'a pas été touché par un missile. Et ça, c'est terrifiant parce que c'est un espèce de... C'est comme pour les pipelines. Les pipelines, tu ne peux pas te permettre qu'ils soient vides. Un pipeline qui est sous l'eau, sous la mer, il faut qu'il soit sous pression, tu vois, ne serait-ce que pour équilibrer les pressions. Donc, tu as plein de concepts comme ça qui font que les infrastructures, si elles n'ont plus de pétrole, elles vont souffrir de ce manque de pétrole au-delà de la perte de capacité, ce qui te fait un scénario d'emballement du problème au-delà du détroit d'Ormuz qui est catastrophique d'ici septembre. Et je te cache pas qu'à titre personnel, quand tu te rends compte de ce que c'est le pétrole dans l'économie, et justement on a parlé du risque nucléaire, mais si on s'achemine d'ici la fin de l'année à une non-résolution de ces problématiques-là, je pense qu'on est à un échelon de catastrophe à affronter qui relève d'un impact nucléaire, quoi. C'est complètement délirant de se dire que tu manques 20% du pétrole et que si ça continue d'ici septembre, tu vas commencer à planter tes raffineries et que du coup, tu vas peut-être pérenniser, même post-recirculation de ces bateaux, cette diminution de disponibilité du pétrole dans le monde de ce 20%-là pour très très longtemps. C'est délirant. Je suis effaré
de cette perspective. Mais vraiment, je ne sais pas comment l'appréhender. En tout cas, pour moi, c'est dans 3 mois. Donc, on va avoir potentiellement, et c'est là que je te repasse la parole après. Mais si tu as une réaction, je peux te la repasser maintenant, parce qu'après, je suis reparti pour 5 minutes. Non, mais oui, il faut espérer que ça se résolve avant septembre, j'ai envie de te dire. Ouais, là, il y a quelqu'un qui a le bouton sur le doigt nucléaire, quoi. Moi, je le sens comme ça, quoi. Dans tous les cas, effectivement, moi je pense qu'il va falloir tôt ou tard que les États-Unis et l'Iran se mettent à la table des négociations parce l'économie ne va pas suivre. Et les États-Unis, endettés comme ils sont, ne peuvent pas se permettre d'avoir une économie qui bat de l'aile. Donc tôt ou tard, ils vont devoir faire des concessions et je pense, j'espère qu'on arrivera à une résolution avant septembre, quoi. Ben, Il n'y moi, a pas une rencontre prévue avec Xi, là, dans pas longtemps. il y est dans la semaine, Ouais. là, ouais. En théorie, Xi, s'il commence à taper du doigt sur la table et qu'il dit arrête tes conneries ou t'as plus de terres rares, ça devrait faire redescendre Non, mais voilà, un petit peu les États-Unis, quoi. On peut tout gérer sauf la pénurie, quoi. La pénurie, c'est pas un sujet. La pénurie, c'est capa, quoi. Alors, ce qui m'interpelle, moi, sur ce sujet-là, c'est que tout le monde n'en a rien à carrer, quoi. J'allais dire un gros mot. Personne n'en a rien à carrer. C'est que les marchés n'en ont rien à carrer, surtout. Personne n'en a rien à carrer. Je trouve ça complètement délirant. Sauf que je trouve... Sauf Michael Burry. Sauf Michael Burry. Ou Warren Buffett. Donc, ouais. Warren Buffett, ça c'est mon interprétation de ce qu'il fait. Warren Buffett joue le coup des années 70. C'est clair et net. C'est clair et net. Il a vécu ça. Il joue le coup des années 70. Années 70 ou années 2000 bis, hein, parce qu'il s'est comporté de la même manière pendant les années 2000. Il joue les deux. Et d'ailleurs, pour en venir au fameux Buffett Indicator, sur lequel on a critiqué certaines parties, dans les deux cas, le Buffett Indicator était au même niveau. Et il joue le coup comme ça. Donc, Buffett, lui, fait le pari que c'est trop cher. Et peu importe ce qu'on a dit sur l'inflation et que le fait que ces business allaient éponger l'inflation et que les bénéfices suivent, entre guillemets, cette envolée de l'inflation, qu'à un moment donné, tu vas avoir un problème tellement délirant sur ce qui est en train de se passer qu'une réaction de la Banque centrale qui montrait les taux à 8-10%, ça fait dans tous les cas s'effondrer les marchés, même si les bénéfices augmentent, tu vois, parce que si les taux de la Banque centrale montent à 8%, les gens vont exiger des investissements boursiers, des rendements de 20%. C'est-à-dire que tu fais un calcul de décompte de tes cash flows avec un indice à 20% exposant le nombre d'années, et tu divises toutes les valeurs par 3, quoi. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, Buffett joue ce coup-là. Alors, sur le fait qu'il ne se passe rien, je pense qu'on a un problème de masse critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, je le formule le plus rapidement possible. Tu as besoin, sur certains sujets, que la masse critique soit là. Et en ce moment, les gens, la masse critique des investisseurs, ils ont leur cerveau branché sur l'IA. Et tu as l'envolée des semi-conducteurs, parce que tu as précisé que la tech pesait 40% du SP500, mais les semi-conducteurs eux-mêmes pèsent 23% de l'indice maintenant. C'est complètement délirant, hein, la valorisation des entreprises de semi, j'en sais quelque chose puisque je suis l'heureux propriétaire de Micron avec un x14. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça sort, mais ça arrive. Ça pèse 23% de l'indice. Donc il est indéniable qu'en ce moment, les gens ont le cerveau branché sur l'IA. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, par exemple, tu vois, il y a 3 ans, tout le monde parlait du Bitcoin. Est-ce que tu as entendu quelqu'un parler du Bitcoin depuis 6 mois ? Le Bitcoin, c'est fini. Alors, je ne dis pas que c'est fini d'un point de vue valeur et machin, tout ça, mais le Bitcoin a été le sujet numéro 1 de l'investissement pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'était le Bitcoin par-ci, le Bitcoin par-là, et c'était un sujet où la masse critique des gens et des investisseurs mettait ce sujet au sommet de
de la hiérarchie des trucs du moment. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette histoire de l'IA, s'il n'y avait pas la révolution IA telle qu'elle est, qu'on avait simplement continué sur l'informatique basique telle qu'elle a toujours été, aujourd'hui, la masse critique des gens mettrait la problématique du pétrole au sommet de la hiérarchie, et il se passerait peut-être des réactions qui ne se passent pas en ce moment parce que la masse critique n'est pas là. Donc je suis quand même très dubitatif sur la rapidité que pourrait avoir un retournement d'opinion, parce que je me dis que 1, 2, 3, 4 nouvelles très concrètes, je ne vous parle pas de projection ou de machin, là, le retour de l'inflation, des résolutions qui ne se passent pas et tout, et tu peux avoir un shift extrêmement rapide de la masse critique des gens qui s'intéressent à tout ça, qui d'un coup font passer l'IA au second plan et qui mettent la problématique pétrolière au premier plan, et là ça peut bouger très très vite, quoi. Donc je pense que c'est ça l'explication qu'il y a derrière. Je n'en vois pas d'autres. Dans tous les cas, je ne sais pas quoi faire. Je joue une partie du coup à la Buffett. Pour moi, tu as aussi l'explication que aujourd'hui la crise pétrolière en Iran ne se manifeste pour l'instant pas du tout dans les résultats des entreprises, puisque sur le premier trimestre, on a eu des augmentations de bénéfices records du jamais vu, plus les augmentations de consensus sur l'année 2026 de Forward Guidance qui n'ont jamais été autant revues à la hausse. Donc en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que tu as cette crise en Iran qui est certaine et qui risque d'avoir des répercussions énormes sur l'économie, mais qu'en fait, on n'en voit pas du tout les effets, et que du coup, pour le moment, le marché étant extrêmement court terme, comme toujours, il réagit à ce qu'il voit. Et là, ce qu'il voit pour le moment, c'est plus 27% sur les bénéfices du S&P 500 sur Q1. Et il voit toutes les entreprises IA qui font des records sur records sur records. Mais potentiellement, effectivement, tu as un crack potentiel à venir. Et j'ai envie de dire, tant mieux, si jamais ça arrive, on va pouvoir acheter en solde, quoi. Crack ou envolée de l'inflation. Je ne conclus pas Ouais. sur la forme que ça va prendre. Mais je ne comprends pas comment tu prends pas un mur. Alors, le crack, c'est un mot on n'est pas là pour jouer les Cassandres. C'est le surnom de Michael Burry, c'est pas le nôtre. Non, le sujet, c'est que je ne comprends pas comment tu peux contourner le problème. C'est pas possible de contourner le problème. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Tu ne peux pas contourner le problème. Tu as l'inflation qu'on a sous les yeux, publication d'avril 2026, qui t'explique que les produits pétroliers sont à plus 20% en moyenne et que tu es à plus 50% sur le carburant aux États-Unis, tout comme la progression des calculs IA, ceci ne va pas s'arrêter, quoi. Donc le problème est incontournable, c'est un problème de choc d'offres, la Banque centrale ne peut rien y faire, il y a une problématique dans le cadre d'un choc d'offres de faire matcher l'offre et la demande. Tu ne peux pas jouer avec ça, parce que si tu joues avec... Il faut que la demande soit détruite, et à mon grand malheur, le problème de la demande, c'est que c'est nous, mais il faut que la demande soit détruite. Il faut qu'elle soit détruite pour s'adapter à l'offre. Et c'est le prix qui fait ça. Et si tu t'amuses à toucher à ça, donc en fait, c'est là que tu peux projeter un crack. C'est là que tu peux dire, tu détruis de la demande, donc en fait, tu mets des gens sur le carreau, et puis en fait, tu rentres en récession. C'est normal, ça serait une conclusion logique. Oui, parce que ça veut dire que si les prix augmentent, les gens partent plus en vacances cet été, ça veut dire que les gens prennent moins la bagnole, ça veut dire qu'ils achètent pas de bagnole, ça veut dire que... Enfin, tout ça, donc en fait, tu as des pans entiers de l'économie qui vont être en récession, à commencer par toute la consommation discrétionnaire et le tourisme, et c'est déjà un peu le cas, hein. D'ailleurs, la consommation discrétionnaire, en ce moment, c'est pas la folie. Le problème, c'est que si tu essayes de contourner le problème en faisant de l'impression monétaire, du QE qui revient, du soutien à ci, du soutien à là, ou de la décision politique sur X, Y, Z, tu ne peux pas contourner le problème de pénurie. Donc tu vas accentuer le problème de pénurie en aidant des gens à continuer à rester en jeu, alors que la nature aurait fait que ça serait peut-être eux qui sautent. Mais donc le politique peut se mettre dedans en disant « Oui, mais eux, c'est mes électeurs, donc je les sauve. » Donc eux vont être sauvés avec de la subvention ou du ce que tu veux. Du coup, ils vont pouvoir s'acheter du pétrole, sauf qu'ils étaient censés sauter.
parce qu'ils sont moins rentables que les autres, et les autres, qui étaient par nature économique en capacité d'absorber la hausse du prix du pétrole, devaient se l'acheter et les autres ne pas l'avoir. Si tu donnes du fric à tout le monde, le truc va s'envoler, quoi. Tu ne pourras pas contourner le problème. Soit tu détruis de la demande et tu as une problématique qui se dirige vers de la récession, soit tu entretiens la demande et tu fais de la décision politique d'accompagnement de ci ou ça, et tu vas vers une crise inflationniste délirante. Ce qui veut dire que tu n'as pas de crack, ce qui veut dire que les bourses montent, mais ça sera de la poudre aux yeux, quoi. Ça sera juste je perds pas la valeur monétaire qui est en train d'être détruite par le soutien économique qui pourrait être organisé autour de ça. Donc moi je n'arrive pas à comprendre dans quelle mesure ça va basculer sur l'un ou sur l'autre. Et je ne sais pas s'il y a un autre scénario que quelqu'un pourrait nous décrire en commentaire parmi ces deux alternatives. Je me dis juste que je ne comprends pas comment tu finis l'année 2026 sans une baffe incroyable sur un sujet. Que ça soit un retournement de l'opinion sur la valeur du marché ou une envolée de cette inflation qui vient de faire son pic à 3,8 et qui pourrait repasser à 5. 5, 6, 7, 8 et demain, dans tous les magasins, les prix reprennent 30%, quoi. Enfin, voilà. Je pense que la morale de l'histoire dans tout ça, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Non, Et c'est qu'il pas. est impossible de prévoir ce que vont faire les marchés sur les prochains mois, parce que jamais personne n'aurait anticipé. Là, quand ça a commencé à baisser en mars, moi je pensais qu'on était parti pour un beau bear market, tu vois, peut-être pas à la Ouais. 2008, mais au moins à la 2022, Ouais, potentiellement 2022, sur je le suis reste d'accord. de l'année. Finalement, depuis mars, on a repris 30%, quoi. On a Mais repris là, 30% comme ça, en ligne droite, en flèche. C'était impossible de le prévoir. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être investi. Et je pense qu'il faut aussi continuer à acheter quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, tu peux pas anticiper ce que vont faire les marchés. Mais il faut si t'es pas potentiellement... investi, t'as un coût d'opportunité. T'as un coût Si t'es pas investi, d'opportunité t'as un coût énorme. d'opportunité. T'as un coût d'opportunité énorme. Et potentiellement, si jamais tu as quelqu'un qui s'est dit au début de la crise en Iran, par exemple, je sors des marchés, je suis pas investi parce que ça pue, là, le coût de l'opportunité, il est juste énorme, quoi. Il est de 30%, c'est colossal. Ouais, c'est colossal. C'est colossal et la seule chose à faire, c'est d'être investi, de continuer à acheter et potentiellement de se faire une poche de guerre, quoi. C'est-à-dire que si tu as un crack à moins 30% sur le S&P 500, que tu sois prêt à dégainer la carte bleue et à acheter les soldes. C'est la seule chose à faire. Ah, donc tu veux Et garder du cash, on est potentiellement... d'accord. Ah, mais évidemment qu'il faut garder du cash, ça c'est évident. Et je pense que Buffett le premier, s'il y a un moins 50%, il va se régaler, tonton Buffett, avec ses 300 milliards de cash, là. Mais oui, c'est sûr. Et je pense qu'il faut aussi être capable de ramener... En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que j'investis tous les mois, tu vois, j'achète tous les mois des boîtes, quoi qu'il arrive, parce que je suis pas capable de timer le marché. J'ai essayé de le faire un petit peu l'année dernière en me disant, j'ai pas envie d'acheter parce que c'est trop haut sur la deuxième moitié de l'année, et au final, je le regrette parce qu'il y a plein de boîtes que j'aurais aimé acheter plus fort. Donc je me dis, je suis pas capable de timer le marché. Donc j'achète tous les mois la boîte qui me paraît être la plus évidente à acheter. Mais à côté de ça, vu que j'ai du cash, je suis pas non plus à l'abri de me dire demain s'il y a un moins 30%, je décaisse 10 à 20, 30 000 de la trésorerie et je fous tout d'un coup, quoi. Et puis tant pis, je me rembourserai sur mes prochaines DCA, tu vois. En fait, c'est juste de la DCA différée. Tu rapproches tes DCA dans le temps et juste t'investiras pas sur les 6 prochains mois pour te rembourser ce que tu aurais dû investir sur les 6 mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais du Je coup, vois ce que tu veux dire. Ouais. il faut être prêt. Je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut se dire, j'investis tous les mois quoi qu'il arrive parce que c'est impossible de timer le marché. Et s'il faut, on va encore prendre 30% jusqu'en septembre. On n'en sait absolument rien. Mais il faut aussi être capable de jouer la crise et de se dire, si ça prend moins 30% pour le coup, voire moins 50%, il faut être capable de dégainer et avoir du cash pour acheter fort à ce moment-là. Parce que sinon, tu vas t'en mordre les doigts, quoi. Les gens qui n'ont Je, pas saisi l'opportunité d'avril dernier s'en mordent encore les doigts aujourd'hui. Moi,
Alors, je suis d'accord, mais je peux te dire ce que j'ai fait en plus de ça, qui est un changement dans mon comportement. Parce que moi, j'ai été toute ma vie un écureuil. Mais j'ai aussi bien connu ma grand-mère, qui était ma Warren Buffett à moi, qui avait pas de diplôme et tout ce que tu veux, mais qui avait ce côté commerçante exceptionnel et qui connaissait toutes ces histoires-là et qui avait en plus le bon sens de la grande époque qui remonte à 1920, ceux qui ont connu la guerre et l'inflation. Et elle m'a souvent dit, non mais le cash, faut l'investir ou faut le claquer, quoi. Mais il y a la partie faut le claquer. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on a parlé non-stop d'investissement ou de cash. Ouais. Et on n'a pas le droit de donner de conseils en investissement, mais j'ai le droit de vous donner un conseil de claquer votre cash. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est-à-dire que je repoussais certains travaux. J'avais des projets, plein de projets perso que voilà, j'avais pas envie de m'en occuper. J'ai tout redémarré. Si tu as la machine à laver à changer, c'est maintenant, quoi. Parce que tout le cash que tu peux mettre dans du physique et du réel, là, pour le coup, tu es sûr que tu gagnes l'inflation quoi qu'il arrive et tu n'as pas trop de coûts d'opportunité sur la bourse si la bourse fait pas plus que l'inflation, parce que l'inflation s'emballe. Ouais. Et ça me paraît un petit peu évident. Alors, tout le monde n'a pas non plus... je veux dire, c'est évident que ce que je suis en train de dire là, si tu as une problématique de patrimoine à 1 million en bourse et que tu as 20 000 de projets à faire chez toi, ça ne résout pas du tout le problème. Maintenant, si tu as du cash moindre en volume et que tu ne sais pas où le mettre et que tu as des projets de la vie réelle que tu as repoussés, je pense qu'il faut les faire. Je te dis une anecdote qui m'a perturbé. On est allé chez ma mère dans le sud, là, du côté d'hier, il y a 2 week-ends, et on a garé la bagnole de ma femme, petit village en haut du Var, tu vois, on s'est rejoint là, on a fait covoiturage à partir de là, après la sortie du boulot. On a laissé la bagnole sur la place du village, remorqué fourrière. Le dimanche, il y avait un marché provençal, on n'avait pas vu le panneau. Et en récupérant la voiture le dimanche soir, elle était dans un garage Renault. Et le mec, il avait, sur son parking, dans son champ, là, il y avait 200 bagnoles, tu vois, qui n'avaient pas l'air en mauvais état, c'était pas des épaves. Et je lui dis, est-ce que par hasard vous vendez des bagnoles d'occasion, ce genre de choses? Il me dit, non, ça c'est que des bagnoles en expertise technique et tout. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais les bagnoles d'occasion, il n'y en a plus, quoi. Il me dit, il faut que vous nous appeliez d'avance. Et si vous voulez une petite voiture recherchée, les Twingo, tout ça, faut que vous nous le disiez, on vous la réserve. Et je suis désolé, mais on ne pourra pas vous garantir le prix parce que le prix monte. Le mec, il m'a expliqué qu'il n'y avait plus de bagnoles d'occasion et que le prix de la Twingo montait. Donc, alors, sur les bagnoles, tu as une problématique d'habitude qui a changé. Tu as des gens qui sont énormément passés au leasing. Tu as eu un drainage complet du marché de l'occasion parce que tu as eu tous les rachats de bagnoles d'occasion avec de la prime à la conversion pour acheter des bagnoles électriques et compagnie. Donc, tu as vidé le marché de l'occasion. Tu as cette problématique-là qui est dans ce que je te dis. Mais il n'empêche que tu as aussi la problématique inflationniste, quoi. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que, putain, si tu peux plus t'acheter une bagnole, mais ça va pas s'améliorer, quoi. Donc, si tu as la bagnole à changer, pour moi, c'est maintenant. Si tu as un voyage à faire, moi, j'ai amené tout le monde à Disney la dernière fois qu'on s'est vu. Quelque part au fond de moi, je savais déjà qu'ils allaient annoncer qu'il n'y aurait peut-être pas de vol ou de vacances possibles cet été, tu vois. Alors, ça ne m'aurait pas empêché d'aller à Disney cet été, mais j'avais au fond de moi le côté non, mais fais un petit voyage maintenant, parce que cet été, c'est pas la même chose, quoi. Et voilà. Et j'ai relancé mes travaux, j'ai fait mes achats d'électroménager, cuisine, tout ça. J'ai à peine fini de marteau-piquer l'ancienne cuisine qui était 1960, donc il y avait vraiment du carrelage à enlever au marteau-piqueur, que j'ai quand même déjà fait les plans sur Ikea et j'ai tout commandé, quoi. Parce que je commande les fenêtres, j'ai discuté avec Jean là, pour mes carreaux de fenêtres, tout ça. En fait, je veux tout claquer et tout acheter dans les 2 mois. Ouais. Dans les 2 mois.
C'est une partie de ma réflexion sur tout ce qu'on a dit là. Je fais ça. Après, j'ai une problématique, c'est que je fais ça par stress. Mais la réalité, c'est que c'est pas du tout à l'échelle de mon patrimoine et de mon exposition aux problématiques qu'on a mentionnées, quoi. Je veux dire, si ça se passe mal, moi je vais me faire laminer. Ça va être une horreur, quoi. Tu vas me ramasser la petite cuillère, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis Peter Lynch, il n'y a pas de souci. Mais putain, voilà. Il faut être prêt. Il faut être prêt à encaisser un potentiel crack cette année, ça c'est clair. Il faut avoir les reins solides si jamais on a un moins 30 ou moins 50%, parce que je pense que ça va faire drôle à tout le monde. Et puis surtout, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui auront la capacité d'acheter quand ça sera au plus bas. Parce que c'est là qu'ensuite tu fais des perfs absolument incroyables. C'est comme ça que Dev Kantesaria, je sais pas si tu connais ce Super Investors, il a fait sa fortune sur S&P Global et FICO parce qu'il les a achetés au plus bas de 2008 quand personne n'en voulait. Il a acheté des milliards de S&P, enfin peut-être pas des milliards, des millions peut-être, de S&P Global à 9 $ l'action. En 2008, quand tout le monde disait que l'action elle était terminée, que c'était fini, les agences de notation au tapis, 9 $ l'action. Aujourd'hui, elle est à 400 et quelques, donc je te laisse imaginer. Il fallait avoir les couilles pour acheter des agences de notation en 2008, hein, parce qu'elles auraient pu être nationalisées. Justement, exactement. Et c'est ça qui a fait que le bonhomme, il a fait une perf absolument incroyable et qu'il a défoncé le S&P 500 ensuite pendant 10 ans sans rien faire. Et il a limite même pas bougé ses positions depuis, quoi. Il a juste intégré ASML, je crois, et c'est tout. Donc, oui, c'est à ces moments-là que tu fais les plus grosses perfs. Même moi, tu vois, ma petite échelle d'investisseur depuis 4 ans, ma plus grosse perf aujourd'hui, c'est Google. Pourquoi ? Parce que je l'ai acheté en avril dernier quand c'était la crise des tarifs et que les marchés avaient pris moins 20%. Et je l'ai acheté à ce moment-là. Et le x2, il est grâce à ça. Si je ne l'avais pas acheté au plus bas, j'aurais pas fait autant de perfs. Donc, je suis d'accord. Si les gens sont capables d'acheter quand tout le monde vend, c'est là que les vrais perfs vont se faire, quoi. Cette dernière partie, c'est ça qui m'interpelle le plus, Hugo, c'est que je comprends que tu peux pas prévoir le crack, mais en gros, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que le problème, c'est que si le marché baisse pas, c'est un vrai problème, hein. C'est que toi et moi, on est Warren Buffett, quoi. Putain, t'as vu les perfs qu'on fait ? Non, mais c'est un problème. C'est-à-dire que soit on est des tueurs, parce qu'on tourne entre 25 et 30% par an en public, prouvé, démontré depuis 5 ou 6 ans. En fait, soit en fait on est dans un moment porteur de chance, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là non plus, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a un truc qui me dit au fond de moi, l'histoire elle est trop belle pour être vraie, quoi. J'ai quand même l'impression effectivement que il y a une énorme hausse. Enfin, les gens qui ont fait la meilleure perf aujourd'hui, et moi toute ma perf, je la dois aux semi-conducteurs, principalement aux semi-conducteurs et Google. C'est les boîtes qui ont le plus fait bouger mon portefeuille. Mais j'ai l'impression que tu as les gens qui ont pris le train un petit peu semi-conducteur IA, et tu as les autres. Et que la perf entre les deux est quand même assez... T'as un gros écart de perf entre les deux. Mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit aussi évident et facile que ça. Je m'explique. Quand moi j'ai acheté du ASML par exemple l'été dernier, j'ai fait mon bagger le plus rapide que j'ai jamais fait. Sur ASML, en 6 mois, elle a fait x2. À l'époque, quand je l'ai acheté, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et le narratif, c'était que ASML, son moat allait être détruit parce que la Chine était en train de faire les mêmes technologies qu'ASML, qu'ils allaient les copier et qu'ASML allait perdre son monopole. Quand, perso, j'ai acheté du Google en avril dernier, tout le monde disait que Google, c'était fini aussi. Quand, pareil, Applied Materials, c'était le même narratif sur les semi-conducteurs. Et tu as ce pattern un petit peu à chaque fois. Et j'ai pas l'impression non plus que ce soit si facile que ça. Je te donne l'exemple d'SkyNix. Je nous le souhaite. SkyNix, c'est une boîte incroyable. Personnellement, je m'en mords les doigts. J'aurais dû l'acheter dès la première thèse gagnante qui avait été écrite sur SkyNix. J'en ai reparlé début mars. Mais tu vois, ça paraît évident aujourd'hui qu'il fallait l'acheter. Mais n'empêche que j'ai fait la connerie de pas le faire.
Et Hmm. j'estime personnellement que c'est potentiellement une des plus grosses conneries que j'ai fait sur ces 3 derniers mois là, bien plus que d'avoir acheté du Adobe et de l'avoir revendu à moins 10%. Ça, j'ai envie de te dire, on s'en fout, c'était On s'en 1% de mon fout, on en a rien à portefeuille. cirer. Ouais. J'ai perdu 100 balles, ça impacte pas du tout ma performance. Mais par contre, ne pas avoir acheté SKNX, ça a un impact énorme sur ma perf. Mais j'en ai acheté aujourd'hui. J'en ai acheté aujourd'hui et je pense que le narratif sur SKNX est encore bon et que tu peux encore avoir un x2, x3, x4 sans problème sur le titre pour plein de raisons. Parce que les problèmes de supply sur la RAM sont pas du tout terminés. Parce que la demande est toujours beaucoup plus grande que l'offre sur la HBM pour plein de raisons. Et parce que SKNX n'est pas coté aux US. Tu as un ADR qui va arriver au Nasdaq d'ici cet été. Quand l'ADR va arriver, tu peux être sûr que le PE, à mon avis, va rattraper celui de Micron. Elle va faire x2 dans les 3 mois qui viennent. Hmm. Ça, c'est ma thèse. Et c'est aussi la thèse de l'ami Antoine V qui a gagné. Donc je me donne beaucoup de crédit, mais en fait, c'est pas, c'est pas de moi. Mais c'est pas si évident que ça. Parce que, pareil, encore une fois, aujourd'hui, ou même il y a 2 mois, acheter du SKNX, ça paraîtra peut-être évident dans 6 mois, dans 1 an, tout le monde dira c'était facile. Mais n'empêche que quand tu le regardes aujourd'hui, tout le monde dit c'est trop tard, c'est du FOMO, fallait acheter il y a 3 ans, faut pas acheter, blablabla. Blablabla. Mais la vérité, c'est qu'il y a 3 ans, personne n'en parlait de cette foutue action. Et Moi, pour oui. voir, il y a 3 ans qu'il fallait acheter du Micron ou du SKNX, bon, bah, fallait être toi qui achètes des boîtes bizarres. Présent. Présent. Ouais, non, mais Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. avec du recul, ça paraît facile. Mais sur le moment, quand tu te remets dans le contexte de l'époque de quand tu as acheté les boîtes, bah, c'était pas si évident que ça. Les gens à l'époque n'étaient pas forcément d'accord sur toutes ces boîtes. Donc oui, dans 6 mois, peut-être que ce sera pareil. Les gens diront oui, c'était facile, SKNX, machin, x2, x3, ce que tu veux. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand tu l'achètes, bah, c'est extrêmement dur d'acheter quelque chose qui a déjà beaucoup monté. Et potentiellement, bah, c'était la même histoire avec Nvidia. Tu vois, moi, j'avais acheté Nvidia à 170. Tout le monde disait c'était trop cher, ça sert à rien, fallait pas acheter. Bon, bah aujourd'hui, Nvidia, elle est à 220, tu vois, donc j'ai pas fait le calcul, mais je dois être à plus 20 ou 30% dessus, donc mine de rien, c'était pas si mauvais que ça. Donc, Non, je sais. Ouais. Non, tout à fait. Hein. Je dis juste que c'est. je suis pas sûr que ce Parfois, c'est soit si perturbant. facile que ça, tu vois. Ça nous paraît Non, facile ça l'est pas, parce mais qu'on en discute toutes les semaines pendant 2 heures et demie et qu'on a le nez dedans tous les jours. Mais il n'empêche que tu regardes autour de toi, pas beaucoup de monde qui le font non plus. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai un côté de moi où Ouais. tu te dis non, mais là, je suis pas à ma place, tu vois. C'est pas normal. Tu sais, si Micron et SKNX font encore x2, x3, je vais avoir un 45 bagger, quoi. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire, quoi. C'est délirant, quoi. Oui, mais il n'empêche Euh, que tu regardes par A plus B, le narratif qu'il y a aujourd'hui sur la RAM, c'est juste du jamais vu, limite dans l'histoire de l'humanité. T'as des boîtes qui sont passées d'oligopoles cycliques dont personne ne voulait à 10 de PE, à les prochains TSMC, parce que la RAM, elle est passée d'un marché de commodité de barrettes de RAM interchangeables à du HBM qui est intégré dans les puces, dans les GPU, dans les CPU, et qui devient aussi critique dans la fabrication de ces puces que les puces logiques elles-mêmes. Donc tu as un repricing total, tu as un espèce de super cycle qui rentre en jeu parce qu'en plus, ça nécessite 4 fois plus de moyens de production que des barrettes de RAM classiques. Et t'as une offre qui est juste insignifiante par rapport à la demande, quoi. Non, mais je sais pas si Écoute. t'as vu, ça arrive à un point où les clients d'SKNX ont proposé à SKNX de financer ses moyens de production. Mhm. T'as Eh Nvidia, oui. Google, toute la clique qui lui ont dit bon, t'es mignon là avec tes pénuries, on te fait un chèque, tu nous construis des usines et fis ça, quoi. J'en suis conscient, je sais, je suis dans le train, enfin côté Micron, mais voilà, Voilà. grosso modo, Et alors, je vais juste conclure oui. aussi avec ça Mais je sur t'en ma prie, tirade, conclue là, parce c'est que que après on passe à la suite. tu as aussi cette histoire au niveau de l'IA où c'est extrêmement difficile, je trouve, de se positionner entre c'est de la merde, c'est que du marketing et ça sert à rien,
c'est la plus grande révolution que l'humanité n'ait jamais eue. Et t'as un espèce de curseur qui oscille entre les deux. Et moi, j'ai l'impression que toutes les semaines, je suis bipolaire, tu vois, et mon cerveau, il oscille entre les deux. Un coup, je me dis que c'est de la merde quand Gemini, il hallucine et qu'il me sort des trucs, qui me sort des trucs complètement débiles. Un coup, j'arrive à faire tourner des agents IA et à automatiser des trucs, et je me dis, putain, mais en fait, je suis le roi du pétrole, et c'est génial ce truc, ça va changer l'humanité, tu vois. Donc, Tu sais, les j'en sais agriculteurs, rien. ils ont eu le même problème avec le tracteur, hein. C'est-à-dire que d'un coup, ils ont réussi à labourer tous leurs champs et avoir l'impression qu'ils avaient 10 fois moins de besoin de travailler qu'avant. Et puis d'un coup, au bout de 3 mois, il fallait passer une semaine à réparer le tracteur, quoi. Donc je pense que c'est le même sentiment, quoi. C'est quand tu étais en train de réparer le tracteur, donc tu es en train de réparer ton prompt ou de décoder le code pourri que tu as fait Anthropic, en fait, tu es en train de réparer le tracteur, quoi. Mais il n'empêche Oui. que tu as labouré le champ pendant 6 mois et ok, d'un coup, tu te fais un peu chier à faire de la mécanique pour changer ça, mais c'est quand même plus rentable que de continuer à labourer au cheval, même si avec le cheval, t'as pas d'entretien du filtre à huile, quoi. C'est clair. Mais ouais, pour moi, c'est le même principe, quoi. Mais écoute, je nous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, j'ai pas de. Il y a un côté dans la performance. Les gens recherchent la performance. Moi, c'est pas mon sujet. Je suis content d'en faire, mais Ah, attention, il y a ton micro qui grésille, je sais pas pourquoi. T'as dû toucher. je Non. ne sais pas. Je n'ai rien fait. Ça grésille toujours. Ouais. Ouais, bah écoute, si la fin du podcast est foirée, je sais pas ce que je peux faire. Là, est-ce qu'il est mieux là? Bon, c'est peut-être le PC qui est en train de lâcher. J'ai pas l'impression. Bon, bah écoute, ça veut dire que c'est la fin. Un bon mot de la fin, écoute. On a parlé pendant 2 heures, finalement on n'aura pris aucune question, aucune réponse. Tu vois, je pensais qu'on allait rien avoir à se dire pendant ce podcast et finalement on en a parlé encore pendant 2 heures. Eh ben Donc, voilà. voilà. Bah, J'ai une très voix de bien, robot, bah, c'est ça? C'est une IA ouais, qui m'a remplacé? ça grésille, c'est assez bizarre. Tu dois avoir une connexion dans ton câble qui foire ou je sais pas. Ah bah écoute, Faudra que ça veut dire que t'essayes. c'est la fin. Le- Allez, la bah, merci, Providence en a décidé ainsi. merci à tous. Allez vous abonner à la chaîne Bagger, bien sûr. Allez tester Bagger, 14 jours d'essai gratuit en description. Et puis à la prochaine. Et puis allez tester Bagger. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains Bagger de votre portefeuille parce que vous aussi, Les vous pouvez faire prochains, x2. Évidemment, ce n'est x15. pas un conseil en investissement. Voilà. Bref. Allez. Salut tout le monde, Ciao. c'était un plaisir.